première année, on fait 200 000 de CA. Deuxième année, donc 2020, on fait 500 000. Troisième année, on fait un peu moins d'un million. L'IA est un outil incroyable à la condition que tu en fasses ton esclave. L'IA, il n'y a rien de pire que quand l'IA est ton maître. Et je pense que les IA ne sont pas prêtes à être des maîtres. Dans le comportement des viewers, en tout cas des users, sur Twitter et TikTok. TikTok, pour moi, c'est vraiment Twitter de la vidéo. C'est le même niveau de conneries, quoi. Bienvenue dans cet épisode de À ta santé. C'est le 5e épisode. Je suis très heureux de t'accueillir. Alors, pour tous les gens qui ne te connaissent pas, d'ailleurs, moi-même, puisque tu es un peu un invité surprise pour moi-même, en fait. J'ai entendu parler de toi depuis des années et j'étais curieux, en fait, de te rencontrer. Donc, peux-tu te présenter ? Depuis des années, ok. Ouais, depuis des années. Ouais. Ah ouais. Alors, très rapidement, je te fais la short story et puis on creusera là où tu veux creuser. Mais je travaille avec les créateurs de YouTube depuis aussi longtemps que je travaille. Donc, j'ai commencé à 12-13 ans, donc pas très original. Je voulais être youtubeur à ce moment-là. Donc, j'apprends tout sur le tas en commençant à ce moment. Et au fil du temps, à 14 ans, j'avais une chaîne YouTube qui marchait plutôt bien. J'ai voulu déléguer le montage de mes vidéos pour pouvoir moi-même proposer mes services de montage vidéo à d'autres créateurs, puisque j'avais appris du coup tout seul cette compétence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas que c'était compliqué, quoi, en tant que monteur vidéo YouTube, de trouver des créateurs, et en tant que créateur, de trouver des monteurs. J'avais la double casquette. Et en fait, c'était une galère. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans ce cas-là, tu vois, à cette époque-là. Donc là, on est en 2016-2017, tu vois. Donc je vois qu'il y a plein de freelances en galère pour trouver des créateurs avec qui travailler. Et inversement, ça se passe sur Twitter, tu vois, toute la journée. Et en fait, à ce moment-là, je décide de créer, tu vois, la solution que j'aurais voulu avoir à ce moment-là, et en tant que créateur et en tant que monteur. Cette boîte s'appelle donc Okamedia, que je crée en 2018 à 16 ans. Donc. Et donc là aujourd'hui j'ai 21 ans, donc du chemin à passer. Donc là j'ai passé 4 ans donc, à monter cette boîte avant de la vendre à Jelly Smack, qui est la boîte leader aujourd'hui dans la creator economy voilà, dans le monde, qui travaille du coup majoritairement avec des youtubeurs aussi. Ça fait quoi Jelly Smack ? Jelly Smack, pour faire très simple, ça finance les créateurs. Petit moment de pub, pas venu pour rien. Ça finance les créateurs YouTube principalement, mais aussi TikTok maintenant. C'est vraiment nos deux principales plateformes. Et donc notre core offer, c'est d'aider les YouTubeurs à distribuer leur contenu sur toutes les autres plateformes, notamment Facebook, Snap, TikTok, etc. Donc passer du format long de YouTube à short, moyen, on va dire. En gros, vous faites de façon professionnelle ce que tous les amateurs font avec moi, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. C'est le faire at scale et tu vois, avec vraiment très data-driven. C'est avec vous que j'aurais dû passer, ça aurait été... Tu peux essayer, ça. Ça aurait été moins terrible. D'accord, très bien. Et alors maintenant, chez Jelly Smack, tu es product manager. Product manager. Du même produit, en fait, que tu as vendu. Quasiment, ouais, c'est ça. Donc Okamedia, pour faire ça, donc, j'ai commencé, on va dire, à la main. J'ai monté une agence, en fait. Au départ, c'était vraiment une agence. À mon grand regret, parce que j'ai toujours voulu monter une marketplace et scale directement, etc. J'ai malheureusement je fais tous les échecs possibles de l'entrepreneur, tu vois, les erreurs tech, etc. J'avais 16 ans donc à ce moment-là, mais je commence en montant donc une agence où en fait je commence à parler à des youtubeurs qui ont besoin de montage, des streamers Twitch aussi beaucoup, qui voulaient faire des best-of, tu vois, des highlights de leur stream sur YouTube. Je commence à trouver mes premiers clients comme ça et à créer l'agence avec des monteurs vidéo qui vont travailler avec moi et pour moi au sein de l'agence, en freelance majoritairement, avant de passer sur un modèle après d'agence un peu plus gros avec des salariés, etc. D'accord. Et alors ça fait quoi de commencer une boîte à 16 ans ? Tes copains ils pensent quoi ? Grand sujet, j'ai plus trop de copains j'ai plutôt de copains tout court. Non, en vrai, j'ai vraiment perdu de vue la plupart des gens de mon âge. C'est un sujet qu'on pourra aborder si tu veux, je sais pas, avec plaisir. Questions ouvertes, tu vois. On va dire, faut qualifier comme on veut la réussite, on va dire, mais avoir un parcours comme ça, jeune, en tout cas à ce moment-là, est-ce que ça isole, ouais. Il y a quand même un revers de médaille assez important. Mais donc, en fait, j'ai drop out, comme on dit, du lycée. Donc, en première, je séchais la moitié des cours. Tes parents, ils l'ont vécu comment ? Ils comprennent rien, je sais même pas s'ils comprennent trop ce que je fais aujourd'hui. Je crois que maintenant ça va un peu, mais parce qu'il y a de l'argent et donc. Ouais, en fait vu que j'ai toujours été assez rationnel et ça s'est fait étape par étape, je suis pas passé de 0, tu vois, à 1 000 € par mois ou 2 000 du jour au lendemain. Vu que j'avais commencé YouTube déjà à 12 ans et que j'avais mes premières vidéos monétisées à 13-14, je gagnais 5 € par mois, tu sais, voilà, 70, 100, et ça a monté vraiment petit à petit comme ça. Et en fait, ils ont vu un peu le chemin et juste, je leur expliquais rationnellement, argument après argument. Donc, ils m'ont pas aidé du tout, parce qu'ils sont vraiment issus de... Enfin, mon père est immigré et ma mère est professeur en collège-lycée. Donc, ils viennent d'où, tes parents ? Mon père d'Égypte. Voilà, il est T'es égyptien, en fait, à moitié. Ouais. Et ta maman ?
Elle est française et voilà, parcours famille chrétienne. J'ai un père musulman, j'ai une double éducation un peu. Ah, toi aussi, d'accord, ouais. C'est marrant. Ok. Donc, père égyptien musulman et mère chrétienne française. D'accord. Donc ils m'ont pas aidé, mais j'ai eu la chance qu'ils ne me bloquent pas. C'est-à-dire que ma mère a accepté, donc c'est un peu galère. Si tu veux, j'ai des petites anecdotes, mais monter une SAS, donc à 16 ans, c'est un peu galère à certains moments. Mais comment tu montes la boîte? Tu couvres un compte Stripe Alors, j'ai un souvenir très particulier. Donc je partais de zéro, donc je demande à ma mère à cette époque-là, donc à 15 ans, donc au départ, vu que je vendais déjà des services de montage vidéo à 14 ans. Donc déjà, je pouvais pas ouvrir de micro-entreprise, ni être auto-entrepreneur à 14 ans. Donc je demande à ma mère d'ouvrir sa micro-entreprise, et moi je bosse en son nom, quoi. Comme si c'était elle qui faisait l'émission. Ça passe, tu vois. Ouais. À 16 ans, il faut que je crée... Elle a pas peur? Elle a un peu peur, mais tant qu'elle voit que... Enfin, faut que je lui explique, que je la rassure régulièrement, mais... Encore une fois, merci maman, elle m'a pas bloqué, elle a accepté, voilà, c'est ça. Je lui expliquais quand elle avait des questions. Gloire à ta mère. Exactement. Donc à 16 ans, vu que j'étais autour des 10 000, 15 000 par mois, donc il a fallu créer la SAS et je voulais vraiment commencer à scaler à ce moment-là. Là, c'était compliqué. Je me rappelle m'être tourné vers la chambre du commerce et de l'industrie de Chambéry, parce que je suis en Savoie. Moi, je partais de zéro. Je n'avais pas découvert The Family à ce moment-là encore. Je partais de zéro, tu sais, je Google et tout. Et j'y vais et ils me regardent avec des yeux. Tu vois, pareil, les comptables, les banquiers, tout le monde me disait, mais va à l'école, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est normal en soi avec le recul. Donc, au final, j'ai fini par trouver un associé complètement random qui m'a dit quoi, tu fais 15 000 à 16 ans, tu veux créer une boîte, vas-y, je prends 20% de ta boîte et je te financerai ta marketplace. Je savais pas comment ça marchait à l'époque. On met pas au capital, c'est-à-dire qu'il me dit vas-y, je prends 20%, c'est pour 200 balles. Il m'a dit ouais, je mettrai du compte courant après, il l'a jamais mis. Voilà. Et du coup, moi, je continuais de développer l'activité pendant ce temps et j'ai dû le sortir. Il a mis 200 en capital social, il a pris 30 000 6 mois après, tu vois. Et ce type, à ce moment-là, t'as toujours pas rencontré The Family? Non. Et ce type, peut-être que je l'ai rencontré à la fin, j'étais en train de le sortir, quoi, parce que je levais des fonds. J'ai découvert The Family au moment où je voulais lever des fonds, puisque lui ne finançait pas, du coup. Quand j'ai su que je devais le sortir, et c'est là que j'ai cherché activement comment faire autrement. Donc, cette personne-là, du coup, a fait un beau multiple en 6 mois. Mais m'a au moins apporté juste le réseau de départ, c'est-à-dire que j'ai payé, on va dire, 30 000 balles pour avoir un comptable et un banquier qui acceptent de me parler, d'ouvrir un compte et tout ça, à 16 ans, et les avocats. Donc c'est ma mère, en gros, pour t'expliquer le schéma rapidement, ma mère moi j'étais associé, avec aucun droit de faire quoi que ce soit, et c'était ma mère, ma représentante légale, et dans les statuts c'était écrit que je passais président décisionnaire à mes 18 ans, quoi. D'accord. Voilà, la petite histoire. Et à 18 ans, t'as vendu à Jelly Smack, t'avais quel âge? Non, à 19 ans. Ouais. Donc ça faisait 1 an que tu étais majeur. Ouais. Quand tu as vendu. Donc j'ai levé si tu veux, je te fais l'histoire rapide d'Oka. Donc en chiffres, Oka Media jusqu'à la vente à Jelly Smack, c'est 2,5 millions de chiffre d'affaires, 600 créateurs majoritairement français, francophones du moins, parce que c'était vraiment le marché sur lequel j'étais à l'aise, etc. Sur lequel j'ai travaillé et plus de 100 freelances, on va dire, partenaires qui faisaient des vidéos, dont certains dont on était vraiment le client principal et qu'on faisait vivre, quoi. On a versé plus d'1 million aux freelances avec qui on a travaillé. Incroyable. Donc l'histoire c'est ça, donc je te fais la courte histoire. Donc, en 2018, je crée la société avec comme objectif de créer une marketplace pour scaler et aller aux États-Unis ASAP, comme on dit, le plus vite possible. J'échoue complètement, mon premier associé met pas l'argent, je dois le sortir, donc je suis endetté, j'ai dû péter mon assurance vie et tout, j'avais pas grand chose à cette époque-là pour le sortir. Mais j'ai un créateur qui a accepté d'investir et qui met 50 000, j'avais 17 ans à ce moment-là, qui met 50 000 en BSAR. J'ai découvert le BSAR grâce à The Family, c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait. D'accord. Quelle invention ce BSAR? Ah, le BSAR, ouais, c'était le tout début en plus, en France, je crois que c'était ça. Le BSAR, on a dû le créer en 2015, je crois. Ok, c'était pas du tout aussi répandu qu'aujourd'hui, en tout cas, ça c'est sûr. Ça, c'est donc faut l'expliquer à tout le monde et tout. Donc j'étais là à 17 ans, si, un BSR et tout, donc voilà. Tu vois, mais il m'a fait confiance, il a mis 50 000 balles sur un gars de 17 ans, donc ça pareil, tu vois, je te parlais des anges gardiens un peu dans ma vie, donc lui c'est pareil. Je peux le name drop, c'est le streamer Twitch Sardoche, qui fait partie des plus grands streamers en France aujourd'hui. Bravo Sardoche. Voilà, c'est grâce à lui que j'ai pu commencer. Ça fait plaisir. J'ai perdu tout l'argent direct en l'investissant, donc j'ai pris une SS2I pour faire la marketplace. Donc projet. Tu regardais pas assez mes vidéos, c'est ça? Ouais, non, j'ai essayé de trouver un associé, j'ai essayé de trouver un CTO. Personne ne voulait s'associer avec un mec comme moi. Ouais. Donc je voulais faire quand même, donc j'ai voulu outsourcer, mais j'y connaissais rien, donc voilà, catastrophique. Tu vois, mon argent il part dans le néant, et même pas. Il y a rien qui va, tu vois, dans la stack. J'imagine, ouais.
Et donc, on n'a plus d'argent. 18 ans en 2019. 3 mois après mes 18 ans, je signe un crédit de 300 000 balles à la banque et avec la BPI. 2 semaines avant le crack Covid. Donc ça, c'est un marquage important dans l'histoire de la boîte parce qu'à 2 semaines près, j'aurais jamais pu financer, jamais pu faire la marketplace, développer la boîte et jamais pu vendre. On sait jamais ce qui se serait passé, mais j'ai eu de la chance à mes 18 ans de signer, d'y aller, tu vois, all-in comme ça, de pouvoir signer un crédit. Et donc avec cet argent-là, j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui sera devenue après le CTO d'Okamedia, Charles Elie, personnage très important de mon histoire et qui aura qui va me dire mais c'est éclaté, il faut recommencer la plateforme du début et qui va la faire en 1 an, tu vois, tout seul, 10 fois plus rapidement du coup que la précédente. Et tu l'as vécu comment que il fallait tout refaire de zéro, tu savais déjà, tu avais l'intuition que ça allait pas. Ouais. En fait, tu vois, c'était et même il n'a pas de fait la que tête technique. confirmer le truc ou c'était une surprise et tu disais putain, je me suis fait avoir. Non, parce que j'avais déjà essayé de... En fait, je l'ai rencontré, c'est un mec que j'ai recruté sur Malte. De base, pareil, pour outsourcer, parce que de toute façon, personne ne voulait rejoindre, donc je faisais que outsourcer. Donc la première CS2I fait n'importe quoi. J'essaye d'outsourcer à un mec qui vaut 1000 balles par jour. Je me disais, ah ouais, le gars, il vaut 1000 balles par jour, il doit être trop fort et tout. J'ai eu grande désillusion. À partir de ce jour-là, j'ai compris l'offre et la demande, tu vois, le marché. C'était pour un audit, mais nul. Enfin, tu vois, mais bon, il m'a dit globalement que c'était pourri, qu'il fallait recommencer. J'ai essayé d'outsourcer à 2-3 autres gars après qui me disaient que c'était irreprenable, mais qui voulaient quand même prendre mon argent, qui m'en ont pris un peu. Et un jour, je rencontre ce gars-là, Charles Elie, qui est honnête et qui me dit bah c'est nul, faut recommencer du début, sinon je le fais pas. Je lui dis bon bah ok, de toute façon j'avais compris, il m'avait expliqué, il a pris le temps de m'expliquer un peu la dette technique qu'il y avait. Et donc moi je le rencontre en 2020. Je viens de lever, j'ai 300 000 en banque. Donc il accepte de rejoindre, donc au début on travaille avec lui en tant que prestataire, puis il rejoint en interne en tant que CTO. Et donc 3 ans et environ 300 000 euros cramés dans cette fameuse marketplace qui n'aura pas servi, puisque au moment où on la réalise, je vends un Jelly Smack et la boîte meurt. Donc, parce que Jelly Smack décide de la tuer pour refaire une autre, même chose mais en mieux quoi. C'est ça, donc en gros les cycles si tu veux de vie d'Okamedia, c'est je lance à 16 ans, Love Money si on veut, enfin very seed quoi, 50 000 à 17 donc en 2019, 300 000 de dettes en 2020, et en 2021 je veux lever des fonds parce qu'on a la marketplace enfin, et je me dis ok bah maintenant faut aller aux US faut du volume quoi pour être rentable. Donc je me mets à parler, je parle à Hugo. Voilà. À ce moment-là, je connaissais de famille depuis un moment et tout, j'avais gardé contact. Je le ping, je lui dis salut, tu comprends un VC, est-ce que tu connais un ou plusieurs VC qui va pas fuir si je lui dis le mot YouTube, tu vois. Et il me dit ah bah j'ai rejoint Jelly Smack, je t'intro au CEO. Et je prends vraiment dans la semaine j'ai un meeting avec le CEO de Jelly Smack et je reçois une term sheet de 45 minutes, tu vois. Moi je pensais que je pitch mon truc normal et je reçois une term sheet dans les 2 semaines, tu vois. Je crois que je le rencontre le fin juin 2021 et je reçois la term sheet, première semaine de juillet. Ah ouais. Ouais. Wow. Et closing Closing fin novembre 2021. Ah. Non, début novembre. Bon, bien. Ouais, il y a eu l'été entre, tu vois, le mois d'août, c'était une galère et en plus moi je voulais pas vendre de base. C'est ça le truc aussi qui a mis beaucoup de temps, c'est que j'ai été un peu... en gros, globalement, le discours c'était de dire que donc, Jelly Smack, qui est encore une fois le leader, qui a le plus gros roster de créateurs, le plus de fonds, on va dire, dans ce secteur-là, avait pour ambition de faire, en tout cas c'est ce qui était prévu à cette époque-là, c'est passé des choses entre-temps, une petite récession, tout ça, mais avait prévu de faire ce que je faisais, c'est-à-dire une marketplace pour YouTubers, avec de la supply en face qualifiée, etc. Et il m'a dit, nous on vient de lever beaucoup d'argent, concrètement, on va le faire dans tous les cas, donc soit tu viens le faire avec nous, je levais 1,5 million à ce moment-là, pour aller aux US. Qui m'ont dit, soit tu viens avec nous, tu le fais avec plus d'argent, soit tu restes tout seul et on va le faire. Je résume grossièrement, mais en gros, le choix était relativement logique. Moi, j'avais une 20aine de salariés à ce moment-là. Donc il a fallu que j'en parle quand même. C'était dur de convaincre l'équipe parce que c'était un tournant un peu excitant et tout ça. Je lève des fonds, je leur dis finalement on vend, tu vois. Donc ils étaient un peu deg, tu vois. Il y a des gens qui n'étaient pas contents ? Ouais. C'était il fallait convaincre les managers. Parce ils n'étaient pas contents pour ta réussite ? Ils n'étaient pas contents... Non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils se rendaient... moi j'étais solo founder du coup après avoir sorti le mec qui m'a arnaqué au début. Donc j'étais solo founder avec juste un BSAR au capital et que de la dette. Et donc moi je voyais l'état je me rendais compte de la difficulté. En fait j'ai essayé de scale une agence. Et est-ce qu'il y a besoin que je t'explique le problème ? Non, voilà. non, je la connais l'histoire. Et puis d'ailleurs on va le dire pour les gens qui nous écoutent, on ne passe pas d'une agence à un produit. Voilà. Tous les gens qui ont essayé ont raté. Point. C'est pas... Eh bien, c'est un peu malheureusement ce qui s'est passé pour nous aussi.
j'ai appris du coup un peu trop tard, mais que en fait nos clients, ce qu'ils adoraient le plus chez nous, c'était la relation, enfin voilà, le service d'une agence quoi. Et que quand on a essayé de passer sur un produit, en fait tout le monde s'en foutait du produit, on continuait à se faire spammer. C'est pas les mêmes clients, Voilà, c'est pas la même nature, ouais. c'est pas les mêmes. Ouais. En agence, tu peux prendre forcément des plus grosses marges parce que tu apportes un plus gros service des deux côtés. Dès que tu scales, voilà, c'est bon. On s'est ramassé sur le scale, on a lancé aux US, on a pris des grosses embauches, etc. Ça s'est mal passé, donc c'était plus profitable au bout d'un moment, donc on a décidé communément, bonne décision simple, tu vois, d'arrêter cette partie-là pour passer sur un modèle full scale en reprenant à zéro, et c'est le produit sur lequel je travaille aujourd'hui. Ok. Donc voilà. T'es heureux? Ouais, franchement, ouais, c'est... Tu regrettes pas d'avoir vendu? Non, parce que honnêtement, je pense que juste on aurait fail de la même manière, mais sans avoir vendu, donc entre guillemets. Après, voilà, j'ai lancé d'autres choses. La plupart des gens me connaissent d'ailleurs, je l'ai pas dit au début, je me suis présenté parce que ça, c'est vraiment l'histoire. J'ai fait que ça, tu vois, pendant les 5 dernières années. Mais les gens me connaissent surtout parce que j'ai vendu beaucoup de formations en montage vidéo YouTube l'année dernière, voilà. D'accord. En 2022, on a fait un ça, gros... tu l'as fait en dehors de Jelly Smack? Non, on l'a fait... Avec Jelly Smack? Ouais. Ça n'a pas été pricé dans le deal. Ça, c'est un truc où tu vois, j'en ai un peu rien à foutre, tu vois, je vends, donc je signe un BP, tu vois, donc j'ai un earn-out, tu vois, je reste à Jelly encore un certain temps. Et dans ce fameux BP, tu vois, c'est que du YouTube, du scale aux US et tout ça. Et parce que c'est normal, c'est ce que je voulais faire moi-même, sincèrement. Et j'avais quand même un projet de sortir une formation montage vidéo YouTube, parce qu'en France, vu qu'on avait poncé le marché déjà, on avait un problème de supply. C'est-à-dire que tous les bons monteurs, soit ils nous connaissaient, ils voulaient pas travailler avec nous, parce que, tu sais, uberisation, tout ça, problème de la France, soit ils étaient mauvais, en fait. Il y avait plus de bons qui voulaient travailler avec nous. Donc on s'est dit qu'on allait les former nous-mêmes, et pour standardiser, processer, scaler, c'était la meilleure option. Et autant gagner de l'argent au passage. Donc, Et vous en avez vendu beaucoup de formations? Ouais, bon, on a fait autant d'argent avec ça quasiment qu'avec avec l'agence. Ouais. Mazel tov. Ouais, mais du coup, ça n'a pas été pricé dans la vente, du coup, parce que j'ai sorti 3 mois après le closing. Ça se négocie toujours, ce genre de choses? Non, mais de toute façon, je veux dire, voilà, on va dire, c'est... T'es heureux, de toute façon. Faire les noces, tu vois, tu vois, j'ai vendu, on a planté la boîte même pas un an après, donc voilà, c'est le cas de retour, tu vois. Ouais. Pay it forward, pas fait exprès. Exactement. Les gens veulent toujours trop optimiser les deals sans comprendre l'énergie de long terme que tout ça crée. Exactement. Donc moi, de toute façon, aujourd'hui, donc là, je découvre la vie de salarié, tu vois. Et alors, ça te fait quoi d'être salarié? Ça a des avantages et des inconvénients. Je me sens perdu. J'ai l'impression d'être un poulet sans tête parfois. Là, tu vois, passer de founder, CEO, tu vois, avec une vie, on va dire, c'est beaucoup d'intensité, à product manager, à faire que du produit, parce qu'en fait, j'ai jamais eu de product manager, moi, à Okamedia. Okay. Donc c'est toujours moi qui ai fait le produit, mais je le faisais sur le côté, en side project, pour servir le business, tu vois. J'avais un truc, voilà, il y avait de base une agence qui tournait que j'ai voulu productiser. Et donc voilà, j'ai toujours fait ça un peu, pas en side project parce que ça a toujours été mon projet principal, mais voilà. Et là, je fais que ça, et donc c'est un exercice différent, tu vois, tu travailles avec d'autres personnes qui sont plus calées que toi, tu vois, j'ai pas l'impression d'être un fraudeur, tu vois, mais là, tu vois, j'ai rien, j'ai pas de formation en product manager, donc je me suis retrouvé, tu vois, sur ce siège-là, mais au final, c'est cool, je continue d'apprendre, donc le produit est un monde passionnant. Je comprends. Et aujourd'hui, quand tu es product manager, tu es aussi responsable de la growth et de la commercialisation, ou tu es vraiment un salarié qui a une mission de product manager Enfin, il y a deux façons de voir ce qu'est un product manager. Est-ce que c'est full stack ou... Pas product owner, on va dire que je suis pas product manager dans le sens effectivement commercialisation, stratégie, marketing, distribution, la vision long terme, etc. Donc c'est un projet que moi j'ai pitché en fait. D'accord. Donc c'est une forme d'intrapreneuriat en fait. Ouais, complètement. Et ça d'ailleurs je suis très content parce que c'est un peu quelque chose dont j'avais peur. Mais ça pour le coup, pareil, quelque chose que je peux rendre à Jelly Smack, c'est que je suis vraiment hyper libre dedans voilà, c'est laisser cours à mon intrapreneuriat comme tu dis. Ouais. Donc je me sens pas du tout c'est cool parce que les boîtes se comportent pas forcément enfin autant c'est tentant quand tu rachètes quelqu'un, etc., de le mettre sur le côté, de remettre des gens, parce que tu as 21 ans, c'est ça? Ouais. Il y a des enjeux quand même, donc tu peux te dire t'es gentil, mais on va mettre des gens un peu plus calés. Ouais, c'est ça, c'est une sacrée marque de confiance. Ouais. Je suis très content de ça, j'essaie de le rendre au mieux, mais c'est sûr que c'est différent, en tout cas on peut pas tout avoir, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc pour l'instant, voilà, ça fait même pas 2 ans là, que j'ai rejoint, donc je prends le... Tu prends le temps de... Voilà. Je me repose aussi, parce qu'en fait je me suis rendu compte après coup que en fait,
Bah, tu sortais d'un cycle où tu devais être C'était sacrément crevé. et c'était exponentiel. Enfin, j'ai jamais rien fait d'autre. Tu vois, je veux dire, donc je t'ai dit que j'avais financé mon plus gros financement. Je l'ai eu 2 semaines avant le crack Covid. Mmh. Et c'est tombé donc à point pour cette raison-là, mais aussi parce que le Covid, ça a fait exploser Ta demande, l'activité. Mais bien sûr, genre, tous les youtubeurs, enfin, il y avait 10 fois plus de contenu produit à ce moment-là. Plein de gens qui sont lancés même sur Twitch, YouTube et qui ne demandaient qu'à travailler avec nous. Les chiffres, enfin la croissance, donc première année on fait 200 000 de CA, deuxième année donc 2020 on fait 500 000 et troisième année on fait 1,8 million. Ah non, malheureusement. Est-ce que tu as dit 2,5 millions au total? Ou j'ai mal compris? Ah mais oui. il y avait de l'argent. Ouais, en comptant l'année 2022 avec. D'accord, ok. Donc bonne croissance au début et après bah voilà, on a productisé l'agence, la croissance n'a pas continué sur ces chiffres, c'est difficile à garder de toute façon. Donc voilà, donc c'était très très demandant l'année 2020. Donc toi tu t'es retrouvé avec 20 personnes dans ta boîte, c'est ça? À la fin on était 32, j'avais des gens aux US et tout, et là je me suis... c'était un autre... T'avais 18 ans, 19 ans? 19, ouais. Ouais, 19 ans. Comment t'arrivais à être légitime en fait? Vaste question, j'avoue que mes entretiens de recrutement, mes premiers recrutements de sales US, les mecs qui arrivent donc en visio, tu vois, normal, et ils arrivent en costard et tout, tu vois, moi je suis là, tu vois, je rejoins Daily Smack, donc voilà, qui travaille surtout aux US, le gros du business est fait aux US, et donc voilà, boîte qui parle anglais, et j'avais un anglais catastrophique, moi j'ai drop out encore une fois en première au lycée, j'ai un niveau A2 au mieux, tu vois, et A2, A1, A2, c'est dire bonjour quoi. B1, B2. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une go. Dire bonjour. J'exagère, mais c'est un peu ça, tu vois. Je veux dire, tu vas pas tenir une conversation d'accord. avec un mec en Non, mais parce que quand tu dis A2, tu vois, on imagine. A2, c'est niveau lycée, je crois. J'en sais rien, je sais même pas. En fait, je sais pas. Donc c'est pour ça que le passage pour moi dans ma tête de A2 à je sais dire bonjour, je me suis dit, ah, okay. Non, c'est A2, justement, je savais dire bonjour, mais j'étais pas. Voilà, c'était pas fluent du tout. Bizarre, les entretiens, tu vois. Donc je crois qu'A2, c'est sous le niveau que t'as au bac. Donc Jelly Smack te met avec le marché US. Ouais. Stylé. Moi, c'était ma mission. Je rejoins Jelly Smack pour ouvrir les US, ouvrir le marché US. Avec un mec de 19 ans qui parle c'est ça. Bah, c'est soit du génie, soit ils savent pas, ils sont pas au courant. Non, bah, je pense que... Non, mais moi-même, j'étais convaincu de mon truc. Hein. C'est pas... Je pense pas... Après, on avait un souci d'équipe en général à Ocamedia. On était que des franco-français. Tu vois, moi, j'avais jamais... J'ai découvert ce truc-là de recruter des gens meilleurs que soi, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, ça allait trop vite, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'était l'année 2022. Je suis très curieux. C'est une des questions qui me fascine, c'est comment tu as résolu le problème de l'anglais? Tu l'as résolu ou pas? Voilà, t'es passé de A2 à... C'est un gros truc, je me tâte, je réfléchis à aller aux États-Unis, je pense qu'il faut que je fasse 1 an, donc on a la chance à Jelly, donc beaucoup de... Gros de l'effectif est français, mais tu vois, il y a des bureaux à LA et à New York. Je pense que là, notamment pour le produit que je développe, quand je vais le lancer, il faut que j'aille aux US, je pense, un certain temps. Sinon, je passerai jamais le cap. Je sais que toi, tu y es allé, je sais pas, je pense qu'il y a Enfin, forcément, il faut y aller au bout d'un moment pour... Moi, j'y étais à 21 ans, ouais. Voilà, je pense que si je trouve fais... qu'aller aux US avant 21 ans, ça rend l'expérience très chiante. Ouais. C'est là une fois. Pile poil à 21 ans. J'ai 21, 25. Donc ouais, faudrait que j'y aille à partir de maintenant. Je pense que c'est maintenant et pas, tu vois, à 52 ans qu'il faut y aller, quoi. Donc... si je peux te donner un tout petit conseil pour l'anglais. Avec plaisir. T'es du genre à regarder souvent le même film ou pas? Non. Il y a une série qui t'a poncé, tu connais tous les dialogues? Ouais, 1 ou 2. Laquelle? Breaking Bad, Game of Thrones, tu vois. Ok, Breaking Bad, très bien. Breaking Bad, tu l'as vu en français? Je l'ai vu en français et en VO. Ok. Plusieurs fois. Regarde Breaking Bad avant de dormir, dans les 2 heures avant de dormir, en VO sans sous-titres. Ouais. Et regarde tous les épisodes en loop. Je le faisais... maintenant, ça va, hein, je peux tenir... ça va, tu vois. Mais... Parce que ça, c'est la technique la plus sous-cotée pour apprendre une langue, qui est incroyable. C'est que comme tu connais déjà les dialogues dans ta langue naturelle, le fait de les revoir... Moi, c'est comme ça que j'ai appris le russe. En fait, j'ai regardé tous les Marvel en russe. En russe? Ouais. Tu parles russe, là? Я говоришь по-русски, я очень люблю русский язык. Ah ouais. Pour les gens qui parlent russe. Mais ouais, en fait, je me suis rendu compte que le cerveau, quand il était fatigué, il apprenait mieux. Et ah ouais? Ouais. Pour tout le monde? Je crois, ouais. J'ai lu plein d'articles sur le sujet qui disent, en fait, t'as une sorte de zone du cerveau où comme t'es moins conscient, t'es plus perméable, en fait. Mais d'ailleurs, enfin, si t'avais fait des études, souvent t'es crevé. Par exemple, quand t'es en prépa ou etc., tu travailles tard le soir. C'est vrai que ce que tu retiens tard le soir, c'est 100 fois mieux que ce que tu retiens
quand tu es au top de ta forme. Moi, les dissertes nuit blanche que j'ai fait en prépa et tout, je pourrais les réécrire. J'ai l'impression que tu es à un autre niveau de conscience, en fait. Après, je pense que c'est malsain de rester dans cet état trop longtemps. mais c'est un bon... tu dois avoir un bon mix dans la vie, je pense. Et comme les Marvel, moi, je les ai vus... je sais pas, je crois que le Marvel que j'ai dû voir le moins souvent, c'est 3 fois. Et je crois qu'Iron Man 1, je l'ai vu 9 fois ou 10 fois. Donc, en fait, je connais pratiquement les répliques de la première à la dernière réplique en anglais par cœur. Tous les Marvel? Pas tous, mais ceux que j'ai poncé le plus, ouais, pratiquement. Iron Man 1, il y en a beaucoup trop. Et donc, en fait, je me faisais des cycles Marvel complets en russe. Et résultat, j'apprends des expressions dont je ne connais pas la structure et les mots, je connais juste l'intonation et la tonalité, mais très crédible. J'ai des répliques toutes faites. Ouais, exactement, parce que c'est des contextes. Et donc, quand je parle avec quelqu'un, je me dis, ah ouais, là, il faut dire le truc Iron Man, il a dit à Black Widow, truc. Donc, j'ai un petit palais mental comme ça de scène. Et donc, je connais les phrases, tu vois. Et ça, je trouve que ça marche bien pour... C'est un oncle à moi qui m'avait raconté ça pour apprendre l'anglais. Il a fait les ponts et chaussées en France dans les années 70. Et premier job aux US. Et ils lui disent, le mec qui fait passer l'entretien, c'est un Français. Et il lui dit, mais au fait, à la fin de l'entretien, la dernière question, il dit, mais au fait, tu parles anglais? Et il dit, yes, of course. Et il a le job, et le job commence dans 3 mois, et il parle pas un mot d'anglais. Et il commence à paniquer. Et donc, il a pris une chambre d'hôtel aux US, et toute la journée, il écoutait CNN. Et il apprenait par cœur les news anchors de CNN dans les contextes. Ouais, et il arrivait en truc, et il fait une première réunion et tout, et le mec il dit c'était un peu bizarre, mais why are you speaking like a news anchor? Pourquoi tu parles comme un news anchor? Ça se voit tant que ça. Mais ça lui a fait sauter à un niveau très vite. Ouais, moi j'en suis pas là. Moi, ce qui m'a énormément aidé, encore une fois, on va dire que j'ai vraiment souffert les 3 premiers mois. Tu vois, c'était un peu compliqué, mais assez vite j'ai progressé. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lire des livres en anglais et écouter des podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Ah bah voilà, le podcast, ça marche aussi. Ouais. J'ai regardé aussi des séries. J'ai pas l'impression que c'est ce qui m'a le plus aidé. Mais pour l'oreille, c'est bien, mais c'est surtout les podcasts parce que tu galères, tu reviens en arrière et tout, tu comprends. Je comprends. Voilà. Et donc, partir aux US, ça te tenterait? Tu y as déjà été? Ouais, j'y ai été une fois. Ouais, où ça? Pour un event à Los Angeles pour la VidCon 2022. VidCon, c'est le plus gros event créateur économie. C'était la semaine dernière là, pour cette année. D'accord. À LA, c'est toujours au même endroit. Voilà. D'accord. C'est 2-3 jours d'event où il y a des gros créateurs qui viennent, les grosses têtes quoi, du milieu. Des CEO, des plateformes. Tout. Hugo m'avait raconté qu'il a été à la conférence du mec là, qui fait comme ça, c'est ça? Kaby Lame. Ouais. C'était à cet événement-là. Il m'a dit la salle était vide. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas si c'est à cette conf-là ou pas. C'était peut-être soit l'année d'avant, soit... Ouais. Mais oui, c'est peut-être l'année dernière qui était vide. Quel créateur, lui. Ouais. Ça marche toujours ou pas? Lui, je sais pas... Ou la mode est passée? Bon, non, je pense que oui, il fait d'autres trucs maintenant. La mode est passée, clairement, on le voit plus autant qu'avant. Ouais. Moi, en tout cas, je le vois plus autant qu'avant. Mais oui, il s'est bien reconverti, il est à l'abri. Hein. Ah ouais? Génération. Ouais. Ah ouais, vraiment? Ah oui, Qu'est-ce qui lui a rapporté le plus d'argent, lui? Alors, j'avais vu une interview de lui... Ça date un peu, mais je crois qu'il prend des cachets pour intervenir et faire son truc, tu vois, dans des endroits improbables. Il a des propositions, en fait, c'est la reconversion un peu classique d'acting. Attends. T'es en train de dire qu'il y a des mecs qui le payent pour qu'ils viennent et faire... Ouais, il prend des cachets de fou. J'avoue il a fait des collabs de malades avec Mbappé. J'avoue que je paierais pour ça, moi. Si j'avais su qu'on pouvait payer pour ça. Pour mon anniversaire, tu vois. Ouais. Non, mais oui, peut-être qu'il a... Bon, au bout d'un moment, la blague aussi, tu vois, faut... Comme les Daft Punk, tu vois, faut savoir s'arrêter, je pense. Je sais pas. J'avoue que c'est pas le créateur que je suis le plus, mais j'imagine qu'il a ralenti. C'est qui ton créateur préféré? Waouh. Francophone ou anglophone? Francophone. Mon créateur de cœur qui est vraiment sous-coté, je trouve, c'est un créateur qui s'appelle Eureka, YouTube, qui fait des vidéos sur la finance. Ah ouais? C'est de la vulgate finance, mais de finance deep, quoi. Et trop bien. Genre, tous les marchés financiers et tout ça, c'est exceptionnel, je trouve. C'est d'utilité publique, ces vidéos. Ok. À mon sens, voilà. Eureka, ouais. Comme le mot. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Et anglophone? T'en regardes pas beaucoup? Je regarde pas beaucoup. Je regarde pas beaucoup. Même maintenant, en vrai, je consomme assez peu de contenu de manière générale. D'accord. Ah, tu consommes assez peu de contenu? Maintenant, ouais, je suis... tu sais, quand c'est 24-24, tu... Ouais,
les streamers Twitch, je crois que j'ai pas regardé de stream Twitch vraiment où je me pose, je dois avoir 2 heures de watch time par an sur Twitch, alors que j'ai fait la moitié de mon CA dans ma vie avec des streamers, tu vois. Parce que juste c'est une overdose au bout d'un moment, Bien sûr. tu peux plus quoi. Donc ouais. Ok. Et toi, tu produis toujours du contenu sur YouTube? Plus trop aujourd'hui, maintenant je faisais ça avec Okamedia. Aujourd'hui j'aide les créateurs, tu vois, je fais des intros, etc. parce que du coup j'ai gardé mon réseau, donc j'aide beaucoup de créateurs français. Je fais un peu de consulting, j'aide les créateurs de manière générale dès qu'ils ont un problème sur YouTube. Que ce soit trouver une team avec spécialisation montage vidéo, où je peux vraiment aider, et sinon pour performer quoi. D'accord. Je fais des audits. Un avis sur l'IA et tout ce monde-là? Oui, tout à fait. Je pense que donc il y a définitivement quelque chose sur les formats short, mais je trouve que les gens confondent beaucoup YouTube, qui pour moi est la plateforme reine de loin, et qui n'a rien à voir en fait en termes de, tu vois, de processus de création de contenu pour les créateurs, et aussi en termes du coup de travail à tous les niveaux. C'est beaucoup plus complexe, c'est comme c'est au film, tu vois, c'est au cinéma ce que les films sont en bande-annonce, tu vois. Enfin, je pense que non, c'est pas la bonne comparaison, mais je veux dire, C'est de la très bonne métaphore. ouais, je pense que en gros ce que je voulais dire c'est que Non, mais pour c'est moi la bonne, l'IA, assume. faire tu vois, du repurposing, on va dire, Ouais. tu vas remonter une vidéo déjà existante, c'est forcément beaucoup moins compliqué que monter une vidéo YouTube from scratch. Ouais. Un peu comme dans la musique, faire un remix ou un sample. Pour moi, une IA arrivera pas à remplacer de sitôt, du moins peut-être dans 10 ans, tu vois, mais en tout cas là, avec la hype actuelle sur le cycle de le bull run IA qui est actuellement, je crois absolument pas au fait que l'IA va remplacer les monteurs vidéo YouTube. Ça demande trop d'expertise, trop de créativité. Et il faut que l'IA puisse combiner des logiciels différents, comme tu vois Photoshop, After Effects, Premiere Pro. Et il y a du multicam à gérer, enfin tu vois, il y a trop de contexte. Déjà, toi qui es l'expert du hors contexte, tu vois, c'est plus simple sur des formats shorts. Bien sûr. Mais tu vois, sur tes formats longs, c'est tu vois, impossible. C'est impossible. Je suis d'accord. Mais de toute façon, la hype de l'IA, évidemment, elle va redescendre très vite, aussi vite qu'elle est montée, c'est normal. Ouais. C'est juste, c'est des vagues et c'est un nouveau palier, c'est un nouveau cycle. Et ce palier, ce cycle, il va changer la donne sur plein de sujets. Et puis, il y a plein de sujets où on va se rendre compte qu'il n'a pas du tout changé la donne. Et puis, on va repartir pour un nouveau cycle, etc. Tu utilises l'IA, toi, pour les vidéos ou pas? Alors, je suis dans une situation un peu spéciale parce que je fais rien sur les vidéos. Je tourne et après j'oublie. Et donc c'est vrai que c'est Yomi qui s'occupe de tout, qui s'occupe de ma chaîne, de machin. On a eu un commentaire très drôle la semaine dernière où il y a un mec qui a commenté ouais, Oussama Hamar, arrête de copier Yomi Denzel et achète-toi une personnalité. Et ça m'a trop fait rire. Et donc en fait, je me suis dit, ce mec a l'œil. Perspicace. Et perspicace. Hashtag analyse. Il a compris, il a compris qu'on avait la même équipe. Donc j'ai pas de truc. Ce qui est marrant, c'est que je me suis jamais trop intéressé à la création sur moi. Moi, je suis un youtubeur malgré moi, un influenceur malgré moi, etc. J'ai pas trop pris ça au sérieux. Tu souffres? Ah non. Juste tu l'as fait à la légère. En fait, franchement, ces histoires de short, etc., moi, ça m'a cassé les pieds. Hein. Je comprends. Ouais. C'est bon. Mais bon, pas grave. C'est fait. Si j'avais été extérieur à moi-même, j'aurais beaucoup plus vite switché dans l'amour de ce public pour en faire quelque chose de positif. J'étais un peu con là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Je me rattrape. Par contre, je suis en train de travailler sur un studio de dessin animé. Et là, par contre, c'est-à-dire que je suis l'extrême inverse. C'est que, sur l'IA? Surtout. C'est-à-dire que d'un seul coup, la technique m'intéresse beaucoup. Parce qu'en fait, maintenant, sur YouTube, j'ai toujours eu cette intuition que ce qu'on dit est plus important que comment on le dit. D'ailleurs, moi, je suis un YouTuber, mes vidéos, elles sont dégueulasses. Enfin, c'est un truc. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que. Non, mais là, maintenant, parce que c'est Yomi Denzel. Mais regarde mes vidéos de la grande époque de Family, c'est n'importe quoi. Ça dure 3 heures. Tu vois, il y a des moments où on n'entend pas, etc. Et en fait, j'ai toujours eu l'intuition que la puissance de ce que je racontais était tellement forte que la forme, c'était un non-sujet, en fait. Alors que quand tu es dans le vrai craft de storytelling, de raconter une histoire à la fois visuelle, auditive, sensorielle, textuelle, vocale, chaque détail devient essentiel à la perpétuation du message. Et là,
là, pour le coup, je change complètement de personnalité. Ok. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Là, par contre, je suis un fanatique du détail, de l'image, du pixel, etc. Et l'IA est un outil incroyable à la condition que tu en fasses ton esclave. L'IA, il n'y a rien de pire que quand l'IA est ton maître. Et je pense que les IA ne sont pas prêtes à être des maîtres. Mais si tu fais de l'IA ton serviteur et qu'il est au service de ta création et de ta vision et de ta volonté, tu peux avancer beaucoup plus vite qu'on n'a jamais avancé dans l'histoire de la création. Et dans toutes les étapes, en fait, de ce que c'est créer un film d'animation à plusieurs, ou des clips, ou des machins. Mais que dans l'animation, du coup, parce que tu penses que... Moi, je pense que c'est possible, d'ailleurs, ça existe déjà, des vidéos YouTube, par exemple, qui sont créées complètement avec l'IA, des chaînes faceless. Mais tu vois, c'est ça, en fait, je veux dire... Encore si on refait l'analogie avec la musique, encore que la musique, c'est... Alors, j'y connais rien, donc je vais peut-être dire une énorme bêtise là, mais j'assume si c'est une boulette, mais ça me semble moins complexe, entre guillemets, dans le sens où c'est des accords, voilà, que d'une vidéo, tu vois, où tu as du multicam, tu as le contexte de la créativité, tu vois. Oui, tu as un week-end de tournage, tu peux pas dire à une IA de faire le montage, quoi. De toute façon, l'IA dans la vidéo, c'est pas utilisé pour générer la vidéo, c'est utilisé pour générer la vision du vidéaste d'une façon qu'il n'aurait pas pu faire par lui-même. Ouais. C'est le plus gros problème des créateurs aujourd'hui. Le principal problème, au-delà de la partie financière, etc., pour la création de contenu, c'est vraiment la génération d'idées. Ouais, c'est le plus gros problème. Et ça n'a pas encore été craqué aujourd'hui. Même avec l'IA, il y a plein de boîtes qui se tirent la bourse sur ça. Et le deuxième problème, c'est l'équipe, vraiment, trouver les talents. C'est un business de people pour moi. Donc, c'est quoi ton plus grand problème, toi, maintenant que tu fais du YouTube, on va dire, de manière... sérieuse, pour l'instant régulière du moins. Moi j'ai zéro problème parce qu'en fait c'est Yomi qui a les problèmes. C'est Yomi qui a les problèmes. Faudrait que tu lui en parles. Alors s'il y a un problème dont j'entends parler dans le Slack toute la journée, c'est les monteurs. Ah oui, et le son. Faut m'appeler. Les monteurs et le son. Tiens, je vais le mettre en relation avec toi avec plaisir. Ça c'est un sketch récurrent. J'ai déjà bossé un peu avec lui. C'est pour ça que notre agence marche bien, c'est parce que les freelances sont tellement des divas, la plupart tous heureusement, la plupart du temps, mais que quand t'as des gens sérieux qui font l'intermédiaire, qui t'assurent, tu vois, d'être livré dans les temps avec la qualité que tu veux, c'est très dur. Ouais. Ils sont prêts à payer plus cher. J'allais dire ça n'a pas pris si ça a un prix, mais je veux dire, ils sont vraiment la différence, le gap est énorme, tellement ça te fait gagner de temps et de tranquillité d'esprit. Ouais, je suis d'accord. Et tu penses que c'est quoi l'avenir du game YouTube alors ? L'avenir du game YouTube, alors il y a eu un gros switch de contenu ces dernières années où avant c'était, on connaît le YouTube, tu vois, de 2010-2015 on va dire, où c'était des vidéos un peu à la wall again, tu vois, mais que ce soit pour les créateurs dans toutes les niches, où tous les gros d'aujourd'hui ont émergé, mis à part MrBeast on va dire, qui a émergé plus récemment. Mais MrBeast il est plus récent ? Ah oui, ça fait un moment qu'il est là, mais lui sa croissance délirante on va dire, il l'a eu ces dernières années là. Hein. Tu vois, dans le game US, on parle par exemple des Casey Neistat, ces gens-là, tu vois, qui sont un peu de l'ancienne génération. Ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air dinosaures, ouais. Ils datent un peu. En France, tu vois, les Cyprien, Squeezie qui sont là depuis des lustres. Mais on va dire qu'on a changé. Là, on a eu une méta authentique. Ce que les viewers, en tout cas, appellent authentique. Justement, à l'époque où juste tu posais ta caméra, tu tournais, où le fond était plus important que la forme. C'était en 480p en freestyle, tu vois, voilà. À aujourd'hui une surenchère, tu vois, des grosses productions. Il y a beaucoup de créateurs qui se plaignent de ça d'ailleurs, en France. C'est surtout un truc dont les créateurs se plaignent en France. Il y a beaucoup de pression sur les épaules des créateurs parce qu'ils se sentent obligés de toujours faire des concepts de plus en plus ouf, tu vois, de louer le Stade de France le Stade de France pour faire un concept dedans, un cache-cache, tu vois, pour reprendre un des exemples les plus connus. Ouais, mais ça c'est l'effet MrBeast, ça, non ? Je pense, forcément, comme souvent, tu vois, ça rayonne avec 2 ans d'inertie, tu vois, ici. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont les créateurs se plaignent aujourd'hui parce qu'il y en a plein qui sont en burn-out, quoi. Pauvre chéri. Moi, en vrai, c'est un vrai sujet. Hein. Je connais plus le temps passe, plus il y a des créateurs qui sont en burn-out ou juste qui give up ou qui sont pas du tout dans cette optique de permascale dans la boîte j'ai l'impression que dans la créateur économie en général, d'un point de vue. Ça leur apprend. Moi, je suis très dur là-dessus. Ça leur apprendra à manquer d'authenticité. MrBeast, il est MrBeast parce que il a quelque chose d'assez unique et ce qui fait la valeur d'un MrBeast, c'est pas les concepts qu'il fait, c'est qui il est. Et tu peux pas compete contre MrBeast en essayant de faire du mauvais MrBeast. Tu compites contre MrBeast en étant aussi authentique que tu peux l'être. Et c'est vrai qu'en France, on a un manque crucial d'authenticité avec des gens qui passent leur temps à vouloir copier ce qui se passe aux US au lieu de
faire des choses vraiment, tu vois, qui viennent d'eux vers les autres plutôt que des autres vers eux, quoi. Ouais. Parce que jouer la comédie, c'est épuisant. Hein. Ah, ça. C'est c'est qu'il y a un gros. Déjà, regarde, moi, je suis détendu là-dessus parce que toutes les dingueries que je dis sur YouTube, elles sont pensées et assumées. Hein. Il y a pas de... C'est un peu la running joke. Tu sais, c'est pas des fights, tu vois, mais c'est un peu les petites guéguerres entre les créateurs des différentes plateformes. Donc maintenant, donc je pense que l'avenir du YouTube Game, du coup, c'est que ces créateurs-là, vu que c'est vraiment la plateforme principale, soient de plus en plus multiplateformes. C'est déjà le cas aujourd'hui, c'est en train de se démocratiser. Je pense que de la même manière, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes dans la créateur économie qui vivent de cette fameuse redistribution de plateformes, comme Jelly Smack. Mais c'est important que toutes ces boîtes-là se diversifient. Je sais pas si tu connais bien, est-ce que tu vois le game un peu des MCN, Multi-Channel Network? Ok, il y a eu une fraude monumentale. Alors, je dis pas que ce qui se passe aujourd'hui est une fraude, mais en tout cas, un service qui était important à l'époque, une sorte de faille. Quand tu étais youtubeur, pour te monétiser ta chaîne, tu devais passer par un network, une régie publicitaire en gros. Okay. Tu pouvais pas juste prendre tes AdSense comme aujourd'hui et hop, tu prends l'argent. Il fallait avoir une régie publicitaire qui était partenaire de YouTube, qui te prenait un cut de 30 à 50%, tu vois, de tes AdSense, quoi. Quel enfer. Ouais. Et donc quand ça, du coup, il y a plein de boîtes qui se sont construites sur ça, d'autres qui ont fait faillite. Là, je pense que ces 2-3 dernières années, on va dire, il y a eu cette nouvelle faille, entre guillemets, de besoin d'assistance pour les créateurs, d'être accompagnés par des boîtes pour redistribuer leur contenu et l'optimiser et le faire performer sur Facebook, Snap, etc., en tant que youtubeur. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans un avenir plus ou moins proche, tu vois, dans les 2 prochaines années, la plupart des créateurs sont capables de le faire eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui le font déjà eux-mêmes. Je pense que le monde des créateurs suit un peu le même chemin que le monde des startups, tu vois. Où t'as eu la première vague de startups avec tous les SaaS, etc. Puis la deuxième vague, on va dire, de SaaS qui se construisait sur des SaaS, l'air un peu du no-code, tu vois. Les créateurs, c'était pareil. Au début, ils étaient tout seuls, tu vois, dans leur coin. Il y a eu la première vague de boîtes qui les a accompagnés. Et maintenant, il y a, dans la créateur économie, tout un tas de boîtes de SaaS, etc., qui les empower eux. Et donc, je pense qu'on en est à ce stade-là. C'est avec quelques années de décalage avec le monde des startups, quoi. Intéressant. Et donc, sur l'avenir, on va dire, la vision peut-être à 5-10 ans du YouTube Game, pour moi, on sera vraiment sur... Là, pour moi, les créateurs sont vraiment des médias individuels. On le voit déjà, tu vois, avec des chaînes... Je sais pas si tu connais Hugo Décrypte, en France, qui est le plus connu. Moi, j'ai pas regardé la télé depuis des années. Hein. Je l'ai jamais eu, la télé, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai pas les infos sans Hugo Décrypte, tu vois. Donc, lui, il est très gros sur plein de plateformes, en l'occurrence. Là, c'est le plus simple parce que l'analogie est facile avec l'information, mais c'est déjà le cas pour la plupart des créateurs, tu vois. Ouais. Je pense que les gros IPs de demain, ce seront les créateurs. Intéressant. Beast qui lance ses burgers, tu vois. Il y a une trust tellement forte. C'est peut-être pas le meilleur exemple, on parle que de lui, parce que... Mais je veux dire, c'est le cas. Non, mais t'as vu sa souffrance là-dessus ou pas? Ouais, comme quoi il peut plus il a franchisé en gros, il peut plus contrôler la qualité. Ça va fermer, j'ai vu ses tweets, ouais. Ça m'a rendu triste. Ouais. Je les ai goûtés l'année dernière. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais quand j'ai vu ces tweets, je me suis rappelé à quel point les gens n'avaient vraiment aucune empathie pour les gens puissants. T'as vu les réponses à son tweet? Tu sais, moi, Twitter, je passe beaucoup de temps dessus, mais j'ai tweeté 3 fois dans ma vie, je me suis fait péter la gueule, mais d'une force. Je suis traumatisé, moi. D'accord. Ouais. C'est dommage, il faudrait que je me force. D'ailleurs, si t'as des conseils, donc tu m'as donné des conseils pour step up, tu vois, sur des langues, si t'as des conseils pour passer outre, c'est outre la haine des réseaux, Twitter étant le pire selon moi. Ne crois pas à l'amour des gens et tu ne croiras pas à leur haine. C'est la clé, en fait. En fait, souvent, les gens qui sont sensibles à la critique, c'est parce qu'ils sont très sensibles à la flatterie. Ok. Si tu te coupes la flatterie, tu te coupes la critique. Faut que tu apprennes à ne vivre que pour toi et par toi et ne jamais chercher de validation extérieure. Et là, tu deviens invincible. Parce que un mec te dit c'est génial ce que tu as fait, ça te touche pas. Et comment tu arbitres parce que c'est un peu comme dans le show business, on va dire, à une échelle plus réduite. Là, la créateur économie, tu vois, si tu es créateur et que tu te fais cancel ou que tu as un drama quelconque, ça te ferme des portes de fou. Et c'est un peu pareil quand tu es un acteur autour, entre guillemets. Moi, j'ai eu beaucoup de portes fermées sur des dramas que j'ai pris. C'est un peu pareil, tu vois, je sais pas, le game de l'entrepreneuriat. En fait, la vérité, c'est que les dramas ne ferment aucune porte. C'est les gens qui vivent les dramas qui ferment les portes. Ok. Et la preuve, regarde, le drama le plus débile du monde, c'est Logan Paul. Ouais. Lequel alors? Quel drama? Celui avec le mort là, dans la forêt au Japon. Ça, c'était vraiment, tu vois,
c'est un gamin débile, et puis, genre, voilà, c'était horrible. Ça lui a fermé aucune porte. Ouais, après, ouais, c'est le bon contre-exemple, mais... ouais. C'est pas le bon contre-exemple, c'est que la différence entre lui et les autres, c'est que lui, quand il a perdu ses sponsors, il a pas arrêté. Ouais. Et en fait, tu fais ça. Il y a des gens qui sont très très forts pour jouer avec les dramas, les haters, tu vois, des gens comme McGregor et tout ça, ils sont toujours à la limite, tu vois, mais qui arrivent à twist le truc pour prendre le buzz de manière positive et le transformer, tu vois. Mais tu sais, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, etc., la seule chose qui te cancelle, c'est toi-même. Dans un monde sans aucune permission, la seule chose qui te cancelle, c'est toi-même. Et les gens se cancellent vite. Hein. Je veux dire, il suffit de quelques milliers d'insultes et les gens frisent. Mais c'est pas... Personne ne les frise, en fait. Leur frise... Parce que... Ça t'impacte pas dans la vraie vie, en plus. Ouais, dans la vraie quotidien, vie. T'as pas des gens qui t'insultent par milliers sous la fenêtre, là. Exactement. Ouais. Et puis, surtout, tu devrais pas le faire pour la validation. Et donc, si tu le fais pour la validation, forcément... si tu veux voir un documentaire sur ce sujet qui, moi, m'a fasciné, c'est Taylor Swift. Le documentaire qui a été fait sur elle. Parce qu'en fait, elle raconte qu'elle s'est construite uniquement dans l'amour de son public. Et un jour, il y a une rupture avec son public sur une affaire politique. Et elle est tombée dans une dépression terrible, en fait. Et elle est très émouvante dans son témoignage. Moi, c'est un documentaire qui m'a bouleversé. Sur Netflix ? Ouais, c'est sur Netflix, ouais. Exactement. Et en fait, ça m'a rappelé à quel point les gens sont horribles, en fait. Les gens en meute, en public, là, sur Twitter, sur Internet. C'est un autre niveau, en plus, on les paparazzis, tout ça. C'est un peu dans la vie réelle. Les stars sont dépersonnifiées, déshumanisées. On s'en fout de leurs sentiments. Regarde le pauvre Will Smith qui découvre que sa femme le trompe en live et qui nervous breakdown. Avant, on la claque. Ça, c'est encore un autre level. Mais dans ce nervous breakdown, il ne s'attire la sympathie de personne. Je veux dire, sur Twitter, les mèmes se foutent de sa gueule. Si t'étais dans une pièce là, avec un de tes amis, nervous breakdown, parce que sa femme le trompe et que tout le monde était tu serais gêné. Tu vois. Et sur Internet, ça paraît normal parce que ces gens sont riches et puissants. C'est ce que je disais, il n'y a aucune pitié pour les puissants et les riches, ça c'est sûr. Aucune. Et donc c'est pas grave, c'est une façon, il faut vivre avec en se coupant de ce lien dans les deux sens. Tu peux pas te couper que dans un sens. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut te couper dans les deux sens. Et si tu te coupes dans les deux sens... La créateur économie, ouais, c'est compliqué parce que je sais plus où j'ai vu ça, mais quelque chose de très vrai, c'est que dans la créateur économie, tu vis par la communauté et tu meurs par la communauté aussi. En fait, même si tu t'en fous des haters, si la communauté décide que tu meurs, tu meurs. Je pense pas. Ah ouais. Parce que tu meurs parce qu'à un moment, tu gagnes plus autant que ce que tu estimes mériter gagner. Mais tu devrais le faire. Si tu voulais continuer pendant 10 ans à te battre, quoi, tu pourrais, quoi, c'est ça. Ouais, MrBeast, je suis sûr que là, s'il avait 0 € de revenus et qu'il devait prendre des crédits et des machins et des trucs, je suis sûr qu'il continuerait à faire des vidéos pareilles. Très moins impressionnant parce qu'il y aurait moins de moyens, mais je suis sûr qu'il continuerait. Et ça, je sais pas si t'as écouté son podcast, son assez long podcast où il raconte sa vie, là, etc. Ouais. Si, j'ai écouté. C'est un illuminé. C'est un malade. Clairement, c'est un illuminé. Et en fait, les illuminés sont indestructibles parce que ils font pas ça pour la destination. C'est même plus de l'obsession, lui, à son niveau. Ouais. Et le problème, dans la créateur économie, c'est pour ça que j'ai pas une très grande empathie pour eux. Non pas parce qu'ils sont riches et puissants, mais parce que je trouve que dans la créateur économie, il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui sont obsédés par la destination et pas par le voyage. Toujours là à regarder leurs stats, à regarder leur nombril, à regarder qu'est-ce qu'il fait, qui va faire du buzz, des vues, des machins. Et c'est fatigant, en fait. Moi, ça m'enlève toute envie Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi, avec la scène créative française. Parce que je les trouve chiants à mourir. Il y a un mec, pour moi, qui sort vraiment du lot et dont j'ai une admiration sans borne pour lui, c'est Micode. Ouais, trop fort Micode. C'est pour lui, pas mal. Ah ouais, ouais. Tu vois, lui... Merci. Moi, je le connais pas. Je l'ai jamais rencontré. Je ponce ses vidéos à longueur de journée.
C'est les rares vidéos en français que je regarde, et je suis persuadé que ce mec n'a plus de public, fait les mêmes vidéos. Je suis persuadé qu'il a tellement l'air heureux à découvrir des choses, à pirater des trucs, machin. Tu vois, cette vibe-là, c'est une vibe qui n'a pas l'air d'exister très très souvent dans la scène française. Quand je vois les autres de son niveau, j'ai envie de me taper la tête contre le mur. Micode très très fort. D'ailleurs, tu sais que, petite anecdote, je sais pas quand est-ce que tu l'as découvert, mais au début, quand il a percé, les gens croyaient qu'il achetait des vues et des abonnés tellement il a compris un certain nombre de choses avant tout le monde. Ah ouais ? Ouais, il a créé sa chaîne, il avait des courbes comme ça partout. Mais c'est pas étonnant. Il a compris, et même encore aujourd'hui, il fait des choses que plein de créateurs ne font pas, des petits trucs d'optimisation du watch time, tu vois. De toute façon, tout se joue dans les détails, mais très très fort, Micode. Beaucoup de respect pour lui aussi. Ouais, méga. Enfin, moi qui ai une passion pour les gens smart, ce type, c'est un cerveau ouvert devant le public. Et en fait, regarde, il y a qui d'autre de ce niveau-là, en fait ? Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage. Il y en a des créateurs passionnés, surtout dans la tech. Et d'ailleurs, quelque chose de vraiment intéressant que je trouve par rapport à, alors pas tous, mais beaucoup de créateurs tech, c'est qu'ils peuvent vivre très bien. Il y a vraiment ce côté passion, dans le sens où dans la tech, je sais pas si tu connais Romain Laneri, chaîne Tech News et Test. Un mec, son âge d'or, entre guillemets, en termes de vues, est passé depuis longtemps. Aujourd'hui, tu vois, il faisait des vidéos à 500, voilà, il faisait des vidéos à 500 000 vues, 1 million de vues avant, vraiment, il y a 5-10 ans, ça fait 10 ans qu'il est là, le gars, tu vois. Aujourd'hui, il continue alors qu'il fait 30 000 vues, et il est toujours aussi passionné, et je trouve qu'il apporte encore plus de valeur, tu vois, dans ses vidéos. Bien, je veux bien les liens, je le connais pas du tout. Avec plaisir, ouais. Et d'ailleurs, je veux bien découvrir des gens qui sont en dessous de l'iceberg, parce que je trouve que le top de l'iceberg, il est tap system. Ok. Si t'aimes bien Micode, un autre créateur qui s'adresse peut-être à une audience un peu plus mainstream, mais sinon qui est à peu près dans la même vibe, qui est très pote avec Micode, d'ailleurs ils ont une émission ensemble et tout ça, Hardisk. Je connais pas. Je t'enverrai les liens si tu veux. Ouais, avec plaisir. Ouais. Et Tech News et Test du coup, qui est un ancien aussi, et ce que je veux dire c'est que c'est marrant parce que donc, déjà il continue alors qu'il fait plus de vues, et j'ai l'impression que sa qualité de contenu augmente, il sort moins de vidéos, plus quali, tu vois, et il fait beaucoup moins de vues. Mais il a quand même un retour positif parce que c'est le créateur en France le plus bankable, tu vois, sur un certain nombre de sujets. Tu vois, son audience, tu vois, il fait 30 000 vues sur une audience qui est la meilleure en termes de pouvoir d'achat, tu vois. Il fait une vidéo sur les Tesla, je sais plus combien il a converti, mais c'est un truc de zinzin, tu vois. Il envoie 3 millions de CA par vidéo à Tesla par vidéo alors qu'il fait 30 000 vues. Incroyable. Et les marques le payent aussi cher que des cachets, que moi je sais que des créateurs qui font plus de 100 fois, de 20 fois ces vues prennent, tu vois. D'ailleurs, c'est vraiment le message. Si des gens la qualité de l'audience est très importante. Si des gens qui regardent ça ont envie de se lancer sur YouTube et tout, moi, le message le plus consistant que je donne aux gens, c'est que la seule chose qui paye à long terme, c'est l'authenticité radicale. Soit t'es vraiment quelqu'un avec les gens connectent, soit t'es un clown. Et les clowns, ça peut faire plein de vues, mais ça vend pas, ça crée pas de lien. Moi, je fais jamais d'affiliation par philosophie. Mais les rares fois où je vends un truc parce que j'aime bien, j'ai une audience qui achète massivement. Si un jour je dis utiliser un service, parce que les gens savent que je vais jamais le faire parce que je suis un panneau publicitaire en train de vendre des trucs. Et je pense que cette authenticité, elle a une valeur immense sur le long terme. Et les vanity métriques ne marchent pas. Les gens qui regardent les vues plutôt que le watch time, ils ont tort. Les marques achètent de moins en moins d'awareness maintenant sur les plateformes. Ouais, forcément, de toute façon, ils ont fini. Encore plus maintenant, mais ça va pas s'arranger d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Parler de la vision, là, les années à venir, ça va pas. Ouais. Pour ceux pour qui c'était dur, ça va être encore plus dur à partir de maintenant. Et justement, ceux qui vont s'accrocher, voilà, les profils qu'on décrit là, ont selon moi un avenir beaucoup plus positif. Il faut jouer le long terme, quoi. Ouais, exactement. Donc, ouais. TikTok notamment, je pense que ceux qui sont très TikTok reliant, on va dire, qui en font leur principale plateforme. C'est le CEO de TikTok lui-même, non, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais là, donc il y a eu la VidCon la semaine dernière et un event un peu similaire à Cannes en France. Je sais plus qui a dit ça, mais une phrase intéressante qui était qu'en fait les créateurs, et notamment ceux de TikTok, vont devoir se diversifier beaucoup parce qu'en fait, on connaît les problèmes de monétisation sur les formats short qui sont difficiles à monétiser, il y a un peu la guéguerre entre toutes les plateformes pour ça, mais TikTok a en plus ce poids, on va dire, d'être une plateforme assez polémique. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, je pense que moi on aura le mot final de est-ce que TikTok est cancel ou pas, tu vois, aux élections présidentielles prochaines aux US. C'est l'équipe Kennedy-Trump qui veut le cancel contre... Je t'avoue que j'ai pas les détails, je sais juste que je suis pas très complotiste moi, mais je pense que TikTok, il y a
un certain potentiel quand même de contrôler le monde avec très très puissant. Et pour les créateurs, en tout cas, si on revient sur du terre à terre et pour gagner de l'argent, c'est vraiment pas la meilleure plateforme sur laquelle aller, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les aide à Jelly Smack. Instagram est interdit en Chine, il n'y a pas de raison que les États-Unis interdisent pas TikTok. À part que ce qui est marrant, c'est que l'audition au Sénat du CEO de TikTok, là, elle m'a beaucoup intrigué parce que le CEO, J'ai pas vu. Le CEO de TikTok est un mec très solide en fait. Ils ont choisi un mec qui parle parfaitement anglais, qui est américain en fait, asiatique, qui a les bonnes réponses et les bons mots. Et je pense que la démocratie américaine a du mal à... En Chine, quand ils ont décidé d'interdire Instagram, ils n'avaient pas besoin de l'avis du Congrès. Il y a un mec qui a dit bon. Non. Ouais. Ça allait plus. Et tout le monde a dit ok. Alors que aux US, tu vois, il y a le débat, l'argumentaire et tout. Et je pense qu'ils avaient fait cette audition en se disant bon, on va les interdire, donc on fait une audition pour. Et ils sont sortis de l'audition en disant putain merde, il est bon quoi. Donc je pense qu'il leur a gagné du temps. Je sais pas comment il est payé, par qui il est payé, mais je pense qu'il a mérité un bonus là. C'était impressionnant à voir. Ok. C'était quand ? C'était il y a 6 mois. Ouais, en plein cœur en plein cœur de la polémique là. Bah écoute, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, je voulais dire un autre truc pour finir, c'est sur la Tech News et Test par exemple, qui est très bankable selon moi. Selon moi, si t'es une marque aujourd'hui, tu vois, il vaut beaucoup mieux, à cachet équivalent, on va dire, que tu lâches, il vaut beaucoup mieux aller sur un Tech News et Test, tu vois, qui fait 30 000 vues, qui est tellement passionné par ce qu'il fait, tu vois, qui a une audience exceptionnelle en fait quand tu vends des produits, on va dire à étiquette, que faire, tu vois, un placement peut-être plus petit, etc., chez des gros créateurs plus mainstream, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance sur YouTube ? Déjà, d'ailleurs, YouTube ou le reste, d'ailleurs, by the way. Alors, il y a... Je vais pas, je peux donner des conseils de manière générale, mais pour YouTube, on va dire que moi j'ai vraiment fait que du YouTube ces dernières années. Okay. Mais je pense que le premier conseil qui est valable pour toutes les plateformes, c'est vraiment de ne pas lâcher. C'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas viser la destination, mais c'est vraiment le chemin qui compte, c'est la quête. Pas la quête, au contraire. Mais donc ne pas lâcher, c'est très long YouTube, plus que notamment avec TikTok maintenant, il y a énormément de créateurs qui ont. Donc, tu sais, il y a un moment, donc j'ai plus la notion du temps, c'est il y a 2 ans, je crois, quand TikTok a ouvert son fonds créateur et a commencé à payer des 1 euro les 1000 vues sur TikTok, alors que l'algo, tu t'inscris, tu postes ta première vidéo, tu peux faire 100 000 vues, tu vois. Ou même beaucoup plus d'ailleurs. Et en fait, comme tu disais, les chiffres, la notion de travail à effectuer et d'effort, tu vois, à fournir pour atteindre un certain niveau de succès en termes de chiffres, de reach, a tellement été cassée par TikTok que du coup, les nouveaux créateurs, les nouvelles générations ont plus la même valeur, tu vois, du travail et des efforts à fournir. En fait, ils sont en mode, mais si je travaille à fond sur 3 mois sur YouTube, je perce pas, c'est pas normal, c'est la plateforme la méchante, tu vois. YouTube, c'est la plus dure. C'est l'algo qui est pas bien. Ouais, voilà. C'est d'ailleurs une conférence de MrBeast et du CPO de YouTube l'année dernière qui disait communément qu'en fait l'algorithme c'est juste un amplificateur de l'audience, ce qui est vrai, en vrai, on parle tout le temps de l'algo, mais au final c'est un amplificateur de l'audience. À chaque fois qu'on se pose une question, donc vous en tant que créateur, quand vous posez une question sur l'algorithme, en fait il faut juste se demander, il faut remplacer le mot algorithme par audience. Et en fait t'as ta réponse à chaque fois, dans 100% des cas. Donc premier conseil, ne pas lâcher. YouTube c'est une plateforme qui est longue, tu vas mettre des années avant de sortir, mais quand tu sors t'es plus solide et sur le long terme que toutes les autres plateformes en réalité. Ouais. Et deuxième conseil, travailler quand même, il y a quand même des efforts à faire, tu vois, sur la technique aujourd'hui. C'était pas le cas avant, la preuve en est, avec toute cette première génération. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de règles, voilà, si tu respectes pas, sans aller, tu vois, dans le hook hyper agressif, tu vois, à la MrBeast forcément, tu vois. Mais il faut, dans tous les cas, quand même réfléchir à un certain moment par vidéo. Il y a un vrai travail de fond à faire sur la forme aujourd'hui, plus que dans le fond. Okay. Là où c'est peut-être plus simple, entre guillemets, tu vois, sur des TikTok, si t'as une forme très agressive, des hooks très agressifs, un truc sorti, enfin, tu vois, je veux dire, c'est plus simple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moins difficile. Ouais, c'est ça. Sur YouTube, ça, en vrai, on voit plus trop ce genre de format, tu vois, ça marche pas. Non, ça marche pas, ouais. Je pense qu'il y a une segmentation de plus en plus aussi des audiences. Tu vois, il y a peu d'overlap, donc Jelly Smack, typiquement, j'ai découvert ça. Pour moi, Facebook, c'était mort, tu vois. Quand j'ai rejoint Jelly Smack, j'ai découvert qu'en fait, Facebook, il y avait des gens encore. Surtout il y a des gens sur Facebook ? Ah, bah, de fou. Aux US surtout, en France, j'avoue que j'en vois pas trop, mais même en France, il y a quand même
quand même de l'audience, tu vois. Jelly Smack publie des études un peu comme ça de qui est où en fonction de quoi. Malheureusement, pas assez. Il faut qu'on en fasse, à mon sens. Ouais. Mais il y a des études qui existent et en fait, en tout cas, nous, sur nos stats, on sait que il n'y a pas un overlap énorme entre l'audience Facebook d'un créateur et l'audience YouTube d'un créateur. C'est pas les mêmes gens qui regardent. C'est un pur... tu vois, pour eux, il n'y a pas on travaille avec une boîte comme Jelly Smack ou même d'autres, tu vois, mais je veux dire, à aller sur ces plateformes-là, il y a très peu de coûts marginal. Moi, je vois très il y a un bien. upside de fou, en fait. Je vois très bien que mon public TikTok et mon public YouTube, il y a zéro overlap. Hein. Zéro overlap, 0%. Ok. Mais quasiment. Hein. C'est... D'ailleurs, moi, je peux te reconnaître un spectateur TikTok et un spectateur YouTube, quoi. Juste quand il m'aborde dans la rue, il n'a pas ouvert la bouche, je sais déjà, quoi. C'est vrai qu'il y a des patterns vraiment faciles à déterminer. Pour moi, les audiences, alors c'est pas de la vidéo, mais je trouve qu'il y a un gros overlap dans le comportement des viewers, en tout cas des users, sur Twitter et TikTok. TikTok, pour moi, c'est vraiment Twitter de la vidéo. C'est le même niveau de conneries, quoi. Ça, c'est une vraie punch, ouais. Tu vois, tu sais qu'Insta, c'est vraiment plus axé sur l'esthétique. Si tu fais Enfin, tu vas jamais percer, entre guillemets, tu vas jamais faire partie du top 1% si tu fais pas des trucs très esthétiques qui font rêver, etc. J'ai l'impression que la plus hétérogène, c'est TikTok, dans la création vidéo. Parce que tu peux faire tout et n'importe quoi, si ça peut marcher, quoi. Mais ouais, sinon, dans le comportement des users, c'est Twitter, TikTok, c'est vrai. Même délire, hein, pour moi. C'est le même délire, ouais. C'est les fameux gens qui t'ont traumatisé. Ouais. J'ai essayé TikTok, ça va, c'est pas aussi horrible que sur Twitter, c'est vraiment le hard mode, j'ai l'impression. c'est le hard mode de la vie. Mais là, en plus, depuis qu'Elon Musk est là, il n'y a même plus de modération. Faut que je me détraumatise de Twitter, alors que c'était la première plateforme sur laquelle j'étais en plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont cherché comme pouls, les gens? Non, sur Oka, c'est l'uberisation, tu vois, disrespecter le métier de monteur vidéo, les freelances doivent être indépendants, et tu vois... parce que moi, mon but, c'était de standardiser, enfin, tu vois, je veux dire, nous, on faisait de l'apport d'affaires aux freelances qui travaillent avec nous. On leur apportait des missions YouTube servies sur un plateau, on leur disait, bah voilà, t'as ton brief carré de tel créateur, tu vois, on avait différentes formules, on leur disait, bah voilà, c'est tel prix qu'on t'offre, etc. Ils ont toujours été libres d'accepter ou de refuser, tu vois, les projets, et donc les prix qui allaient avec. Salaud de capitaliste, ouais. Ouais, bah, voilà, ça. Et ils les acceptaient quand même, et après, voilà, ça m'est retombé dessus. Ouais. D'accord, ok. Je sais pas comment j'aurais dû gérer ça. J'aurais pas imaginé cet angle-là, en fait. Bah, c'était vraiment les fourches, tu vois, sur Twitter, des freelances qui disaient, oui, les indépendants, voilà. Ouais, mais c'est 25 Jojo ensemble qui tournent en rond. Ouais, bah, j'ai pris des petits tweets de créateurs. Moi, ça m'a pas fermé de grosses portes. Je suis très content d'ailleurs. Moi, je suis très content du parcours que j'ai eu. En France, j'ai eu la chance de faire les plus gros événements, tu vois, de parler à tout le monde, enfin, de travailler avec les plus gros, etc. Mais voilà, tu le sens en fait, au fil du temps qu'il y a des créateurs, tu vois, juste parce que leur monteur eux, ou un gars leur a dit à quelqu'un de leur équipe que, tu vois, au K-Media, c'est de l'esclavagisme ou autre. Enfin, tu vois, je veux dire, s'ils se renseignent pas. C'est le niveau zéro de la rumeur, tu vois, ou des a priori, tu vois. Bien sûr. Les gens qui ont un a priori sur Oussama Ammar, enfin, tu vois, je veux dire, tu connais très bien, donc. Ouais. Donc c'est le niveau zéro de. Bien sûr. Twitter. Ok. Et alors, tout à l'heure, en off-caméra, tu disais que The Family, t'avais connu les vidéos de 2013-2014, c'est ça? Ouais. C'est... Une personne que j'ai jamais pu rencontrer, Jean de la Roche-Brochard, du coup. Donc moi, je te rencontre aujourd'hui. On s'était déjà vu de visu. Mais Jean, tu lui envoies un petit email, il est super accessible, non? J'ai pas essayé. Fais-le, tu verras. Petit call d'email. Tu verras. Je parie, comme il verra pas cette vidéo, je parie qu'il te recevra. Ok. Ah, intéressant, mais donc moi, je découvre Je Play sur votre Typeform, je crois, à l'époque. 2019, ouais, je pense, en voulant lever des fonds. Moi, j'étais en Savoie à ce moment-là, donc 17 ans, et je sais plus qui me répond. Et quelqu'un me dit, c'était sur sélection encore à l'époque, le modèle a changé je sais pas combien de fois, mais c'était assez select au début. On a tout essayé, ouais. Et il y a je sais pas qui m'a dit, vas-y, viens. Lorenzo Ouais, Lorenzo, voilà. Lorenzo, j'ai pris le train, je rencontre Lorenzo, donc c'est Lorenzo, la première personne à qui j'ai échangé. Après, j'arrive au bureau, je découvre ce grand truc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'arrive et donc je parle plein de tables de gens, enfin je comprenais pas trop je comprenais le délire, mais j'avoue que tu vois, c'était tellement différent des autres trucs que j'avais vus. J'étais allé à Genève dans des incubateurs pour lever des fonds, enfin bon voilà, et c'était très différent quoi, j'ai vraiment senti direct la vibe en rentrant. Et donc j'ai parlé à Mathias, Hugo qui s'est greffé un peu après,
Je suis revenu 1 ou 2 fois, à chaque fois c'est à Hugo que je parlais. Hugo, c'est ton grand fan. Hein. Parce que Ah moi, ouais, à l'époque, il me cassait la tête avec toi. C'est vrai? Ouais, moi, je t'avoue que ça me cassait les couilles ce que tu faisais, mais... Pourquoi? Mais parce que j'ai dit à Hugo, à l'époque, je peux te raconter les coulisses de l'autre Vas-y, côté. alors là je suis friand, vas-y, je vais siroter là pour rattraper un peu mon temps. Bah, en fait, Hugo, il est tombé amoureux de toi immédiatement. Il est venu me voir, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, moi, les agences qui deviennent des produits, je n'y crois pas. Et voilà, je pense que je me suis arrêté là, j'ai dit, démerde-toi. Ah ouais. Moi je pense que je pense qu'il y a une ligne d'univers où ça aurait pu marcher quand même. Ouais, Si avec plus de temps, même si tu vois, peut-être au bout de 10 ans, mais juste. Je te la souhaite pas, cette ligne. Ouais, ouais c'est pas. Je suis très content pour toi que c'est fini comme ça, vraiment. Mais c'était marrant en tout cas. C'est ça que j'en retiens. Donc Hugo, bah écoute, enfin, comme je te disais, c'est. Hugo, il a toujours été visionnaire sur la créateur économie. Ah oui, bah. Il a tout compris très vite. Il a compris beaucoup plus vite que moi pour le coup. J'étais un peu sceptique de ce qu'il a raconté, mais il a eu raison. Ouais, moi je pense qu'il a raison. Surtout, il y a un truc sur lequel j'ai pas pu en discuter avec lui, d'ailleurs il faudrait que je lui en parle, mais lui il a une vision très... il fait beaucoup l'analogie avec l'industrie de la musique, où soit tu fais partie du top 1%, et tu vois, avec les labels qui vont prendre un rev share avec toi, et en fait l'argent est avec les très très gros, on va dire, qui prennent 90% tu vois, des royalties et des revenus, mais en général. Et t'as la long tail, qui est impossible à monétiser, avec un churn de fou, etc. Donc, alors peut-être qu'il a changé d'avis entre temps, mais en tout cas, c'est plus grand fait d'armes, on va dire, sur Internet, et quand il en parle, pour lui, il n'y a pas trop de mid-tail qui existe, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une vraie mid-tail qui existe, et on parlait tout à l'heure, tu vois, des MrBeast, de la volonté de surenchérir tout le temps. En fait, plus le temps passe, plus, il y a des créateurs qui burn out, et plus il y a des créateurs qui n'ont pas du tout envie de faire ça. Les créateurs, il y en a qui sont très entrepreneurs à la MrBeast, il y en a en France, dans tous les pays, mais il y en a qui sont des artistes, et une fois qu'ils sont tu vois, à 30 000 par mois, eux, ils connaissent l'effort que c'est d'arriver jusqu'à là, et le risque que c'est d'aller de all-in comme un MrBeast. Et qui se disent juste, mais je vais pas me faire chier, je vais rester, tu vois, je vais essayer juste de tout processer, automatiser au max, moi je suis bien, j'ai un niveau que j'aurais peut-être jamais espéré avoir. Et voilà, ils sont là, ils font leur game, tu vois, ils jouent sur Twitch, et ils sont là, et c'est les rois du monde, tu vois. Et là, c'est vraiment un business de people, tu vois. Où là, je pense que les agences, il y a des choses à faire, peut-être des produits aussi, mais c'est plus compliqué, parce que c'est des gens qui recherchent, c'est plus des artistes, on va dire, qui vont chercher le contact humain, tu vois. Ok. Donc je pense qu'il y a un marché, tu vois, un sous-marché comme ça, mid-tail. Mais ouais, Hugo, du coup, pour revenir, c'est l'un de mes anges gardiens, comme je te disais, parce que voilà, il prononce un mot, moi ça change ma vie, c'est marrant, tu vois, des gens comme ça. Donc t'es vraiment l'une de mes meilleures rencontres aussi, dans tous les gens que j'ai pu voir. Trop bien, ça me fait plaisir. Ça me fait très plaisir même. Ça c'était vraiment le bon côté de The Family, c'était de pouvoir aider des garçons en Auvergne qui font une boîte à 16 ans. Je t'en savais. Où on s'en va, pardon. Oh là là. Pardon. Et de pouvoir les aider même si on n'y croyait pas du tout. Comme quoi. Peut-être pour ça que je suis jamais rentré au final. Ouais. Je pense que tu as eu la même aide que même si tu étais rentré, tu vois. Non, mais de toute façon, moi je pense que je suis pas un enfant de famille, je suis un petit-fils, tu vois. Ouais, petit-fils, ouais. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment pas leverage, tout ce qu'il y avait, les ressources internes, tu vois, je suis rentré, mais j'ai quasiment rien utilisé, tu vois. De toute façon, 2020, c'est ça, il y a eu le Covid juste après, quoi. Ouais. Le Covid, ça a été ça a été le début de la fin, ouais. Donc voilà. Mais, moi, le Covid, c'est le moment où on m'a sorti de la machine à laver et on m'a débranché, tu vois. Ok. Pourquoi la machine à laver ? Ah oui. Parce qu'en fait, mon agenda, c'était comme être dans une machine à laver toute la journée, tu vois. Je faisais 20 rendez-vous par jour. Je me levais le matin, je rentrais en rendez-vous, je me couchais le soir, je rêvais des rendez-vous. Des fois, je me réveillais dans la nuit en me disant, je suis en rendez-vous. Et puis d'un seul coup, ça s'est arrêté d'un coup. Ok, ouais. Et donc, tu vois, ça m'a fait vachement bizarre. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? Les deux. Ok. Le bon sens, j'ai fini Assassin's Creed Odyssey. Ok. Qu'est-ce que j'avais fait pendant le Covid ? J'ai fait Assassin's Creed Odyssey, Pharaon et Valhalla, qui est sorti après. Ouais. Et tu vois, genre 24 heures sur 24. Et je trouvais ça génial. J'aurais dû le twitcher d'ailleurs. Ah oui, ça aurait pris de fou si ça se trouve. Ouais. Et je connais pas du tout Twitch d'ailleurs. On pourrait en parler. Bah, ça, on n'en parle pas trop dans les créateurs économiques. J'ai l'impression que c'est considéré comme une sous-plateforme alors que c'est gros. En plus, en France, on est vraiment dans les top pays monde. Ah oui ? Ouais, on a les Français, ils font des trucs de fou. C'est en termes d'event, tu vois, de contenu proposé. Du niveau du contenu. C'est un Twitcher, c'est ça ?
Non, lui, il est vraiment sur YouTube, il fait un peu des émissions, mais... Je connais pas du tout. Il fait un gros event par an, maintenant il a un truc qui s'appelle le GP Explorer, des courses de F4 au circuit du Mans, avec des créateurs, c'est une dinguerie, là, il va le faire pour la 2e fois cette année. Tu vois, quand je te parlais de surenchère, tu vois, c'est les mêmes boîtes qui produisent à la télé, tu vois, la F1, qui filment là pour Twitch, et tu vois, l'année dernière, il a fait 1 million de viewers, il fallait tout péter, tu vois. C'est trop marrant de voir ça sur Twitch, alors que bah, c'est des mecs en slip, tu vois, dans leur chambre, qui jouent à Assassin's Creed, tu vois. Tu penses que je devrais lancer un Twitch ? C'est très chronophage, hein. Ouais. De temps en temps aller sur Twitch, ça marche. De temps en temps, c'est trop marrant. Il y en a qui font ça, ouais. Je pense que si t'as... Je sais pas où tu peux publier ça. C'est où, maintenant que t'es le plus présent, entre guillemets, parce que c'était un peu... Je suis nulle part. Si tu dois publier ton Twitch, tu le publies partout ou... Partout, ouais, je pense. Ouais. Sur LinkedIn, là, ouais, LinkedIn, Twitter. Ouais, bah Twitch, si tu sais que tu vas te déterrer à faire des grosses sessions, sur une certaine durée, t'as rien à perdre. C'est quoi une grosse session ? C'est 12 heures, 13 heures ? Bah, si tu sais que tu vas poncer un jeu, tu vois, plusieurs jours d'affilée, etc., ça peut être marrant de faire un arc. Tu vois, tu fais un arc à Assassin's Creed, tu dis je commence le jeu, je le finis en live, et tu vois, pendant... selon comment tu ponces les jeux... Parce qu'en fait, j'ai pas consommé ça. Donc tu joues, ouais. Ça stream ce que tu joues, ouais. Ça stream ta caméra en même temps. Ouais, tu fais des blagues. Tes potes, ils viennent, tu parles avec eux. Ouais, c'est ça. Et les gens regardent quelqu'un jouer mal à Assassin's Creed pendant des heures. Ouais. Ok. T'as pas besoin d'être un grand joueur, ils vont pas se foutre de ma gueule. Non, en fait, t'as 2 types de créateurs sur Twitch. Il y a 2 grandes catégories, c'est ceux qui sont trop forts. Donc, tu sais, dans l'e-sport, qui sont tellement forts que... Enfin, tu vois, voilà. Ouais, ça, c'est l'élite. D'accord. Et t'as ceux qui sont drôles. Et souvent horribles sur les jeux, mais ils sont tellement drôles. Et d'ailleurs, ça alimente, tu vois, ça, et qui font du talk. Et t'en as qui sont un peu un mix des deux. Quand t'as les deux, t'es le roi du monde. Quand t'es fort et que t'es drôle, tu casses tout, quoi. Ok, très drôle. T'as pas besoin d'être fort, en tout cas. Comment ? T'as pas besoin d'être fort. T'as pas besoin d'être fort, ok. Ça me donne si tu veux monter, si t'as un pote, enfin je veux dire, tu vois, ce qui marche bien aussi, c'est les créateurs forts qui font des featuring avec les mauvais, qui sont drôles, c'est des duos qui marchent bien. C'est catastrophique à regarder, mais c'est marrant pour tout le monde, tu vois, c'est des bonnes sessions. D'accord. À un moment, j'ai créé un hedge fund quand j'ai quitté The Family. Et au début, j'ai appris le trading à la main pour comprendre un peu ce qu'on faisait. Alors qu'on fait que de l'algorithmique, nous. Il n'y a pas d'humain qui regarde des courbes. Et je passais... Enfin, je live streamais en live avec mon équipe, en fait. Mais en privé. On était 5 sur le live stream. Et un jour, il faudra qu'elle sorte, cette vidéo. Elle est tellement drôle. Parce qu'en fait, tu oublies qu'il y a une caméra. Entre 2 Better Call Saul. Tu oublies complètement, tu vois. Tu fais n'importe quoi. C'est trop drôle. C'est l'essence de Twitch. Ouais. Au bout de plusieurs heures, tu oublies, quoi, en fait. Tellement à un moment, je me suis endormi sur mon fauteuil parce que j'étais crevé. Et il y avait un thread qui tournait mal et ils essayaient de me réveiller. Et tu vois un mec venir par derrière me foutre un coup. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les meilleurs moments, ça. Ouais. Ouais. Moi, j'ai commencé sur YouTube en faisant des best-of de Sardoche, qui est donc le fameux créateur qui a investi après. Parce qu'en fait, il faisait des lives de 32 heures d'affilée. Donc c'est un malade mental, assez peu de gens qui faisaient ça. Mais lui, il faisait ce qu'il appelait des marathons, où pendant 32 heures, il jouait et il s'arrêtait pas, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça sentait, on prend un coup, au bout de 3 ans, il a arrêté. Maintenant, il fait peut-être des 16 heures, des 20 heures, 25 heures. En fait. Il va plus trop aux 30 heures. J'aime bien, moi, ces trucs de performance. Ah oui, mais c'est un malade. Et il est très, très compétitif, très, très fort, enfin, très fort aux échecs, tu vois. Très fort sur plein de jeux en général, et très polyvalent, tu vois. D'accord. Très matheux, très, très compétitif. Voilà, une super personne. Et ouais, de base, en fait, j'utilisais des lives de 32 heures à intervalles. Lui, c'était ton seul investisseur ever. Ouais, en fait, j'ai eu lui et de la dette. Ouais. Pendant laquelle j'ai vécu pendant 4 ans, enfin le gros de la... Donc lui, quand t'as revendu, vous l'avez racheté, vous l'avez... Il a pris, en fait, lui, ça a converti ses BSA, en fait, le rachat. C'est le premier événement de liquidité, du coup. Ah oui, d'accord. Oui, j'avais que de la dette, sinon. Donc, trop drôle. Ouais. Donc je suis content, j'aurais eu le seum de lui avoir fait perdre de l'argent, tu vois. Donc je suis content, l'histoire est marrante, tu vois. Mais donc moi, de base, j'ai commencé avec lui. Histoire marrante, en vrai, ouais, j'ai commencé avec lui qui faisait des streams de 32 heures avec 15 heures de repos entre, tu vois, où il crache et il refait la même chose. Et en fait, les gens n'ont pas le temps de regarder ça, tu vois, normal. Et donc moi, je prenais les meilleurs clips et j'en faisais des vidéos de 10 minutes, des best-of toutes les semaines. Et donc j'ai commencé comme ça, et c'est comme ça que j'ai eu plein d'autres clients qui voulaient la même chose après, ça n'existait pas trop à l'époque. Aujourd'hui, tous les streamers ont leur chaîne best-of sur YouTube, tu vois. Bien sûr. Mais à l'époque, ça n'existait pas trop, et donc j'ai eu, moi, cette première vague de clients-là. Voire maintenant sur Facebook, TikTok. Ouais. Donc voilà, et ensuite, d'ailleurs, au lieu de shutdown ma chaîne comme on a fait beaucoup de créateurs, quand tu voles le contenu en soi, enfin, en gros, je commençais à gagner de l'argent en prenant son contenu, même si je travaillais dessus.
Donc, au lieu de me shut down la chaîne, il m'a encouragé et après il a investi dans la boîte carrément. Ok. Ok. Eh ben écoute. J'ai une petite question, que je vais te poser. On en parlait pareil en off tout à l'heure, je crois. Tu me disais du coup à The Family, vous avez beaucoup aidé de très jeunes, on va dire, enfin en tout cas de mineurs qui entreprenaient, ou est-ce que c'était quoi le ratio? Non, ça nous est arrivé que 3 fois. Ok. Donc vous en avez combien? 700, un truc comme ça? Ouais, pas beaucoup alors. Non. Ok. Non. Et c'est quoi le retour d'expérience que tu as? Enfin, est-ce que, moi la question que je voulais te poser, question ouverte, Vas-y. entre guillemets, réussir jeune, est-ce que c'est une bénédiction ou une malédiction? Elle m'emmerde ta question. En fait, je pense que c'est les deux à égalité. Et je pense que ce qu'on perd n'est pas mesurable. Donc, grosso modo, plus tu as du succès jeune, et plus ta courbe d'apprentissage s'arrête jeune. Ok. Parce qu'en fait, tu le sais très bien, quand tu commences à gérer une boîte, tu gères des emmerdes. Et la quantité de choses que tu peux apprendre pendant que tu es en train de gérer ces emmerdes, elle est exponentiellement plus faible que quand tu es juste là à apprendre. Le monde emmerde là. Ouais, exactement. Et donc, le problème, c'est que la situation idéale, c'est de commencer jeune à faire des projets, mais de les transformer en projets sérieux de monétisation que le plus tard possible. Parce que quand on commence à rentrer l'argent, les soucis, le stress, j'ai l'impression que le cerveau est moins perméable à des transformations profondes et des changements profonds de paradigme. Maxime Péroumal, maintenant on dit. Maxime Péroumal, qui est un mineur qu'on a aidé à The Family. Quand il est arrivé à The Family, il avait 15 ans. C'est le mec de la VR? Ouais, exactement. Je lui ai dit, j'ai passé un deal avec lui, je lui ai dit, tu créeras ta boîte quand tu as 18 ans, et les 3 ans qui viennent, tu crées pas de boîte, et en échange, je t'aiderai à la créer quand tu as 18 ans. Et je pense que je lui ai fait un sacré cadeau. Ça a marché ou pas? C'est devenu quoi? Ouais, ça cartonne. C'est une billionne. Je pense que ça va devenir une billionne. Ouais. C'est vrai? Ouais, il est en chemin. Trop bien. C'est quoi la boîte? Ça s'appelle... il a changé de nom, ça s'appelle Unisson maintenant. Unisson? Ouais. Et c'est toujours... c'est quoi le concept déjà? J'ai juste retenu VR. Keyword. Le concept, c'est... Tout le monde fait du gaming ou de l'AR, ou etc. Lui, il veut faire un vrai casque de rencontre sociale, grosso modo, meeting as a VR. Ok. Donc un casque qui est fait pour résoudre le problème de se communiquer, d'être dans la pièce, d'avoir l'impression d'être dans une vraie pièce et de pouvoir vivre des expériences incroyables avec tes amis. Et donc voilà. Donc et je pense qu'on lui a fait un sacré cadeau en retardant la date de départ. Parce que c'est 3 ans pendant lesquels, étant aware qu'il allait devenir entrepreneur, il a eu le droit de se former à des choses... Alors, il a eu une chance incroyable, je l'ai emmené dans tous mes voyages, je lui ai présenté plein de gens, il a fait des stages, des machins, des trucs. Donc il a eu une chance d'avoir une éducation hors du commun pour devenir entrepreneur. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, je rêverais de faire un projet avec les ados, mais j'aimerais beaucoup créer un camp de vacances pour les convaincre de ne pas devenir entrepreneur trop vite. Je pense que ça aurait marché avec moi, ça. Sans doute pas, mais si ça marche avec quelques-uns, ça peut être intéressant. Donc, je pense que c'est un... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont toujours obsédés. Quand ils tombent sur un gamin qui est doué et qui veut faire des choses, etc., ils sont toujours obsédés par ce qu'il sait faire. Mais ils ne voient pas ce qu'il pourrait apprendre exponentiellement s'il était poussé dans cette voie-là de façon... structuré et dynamique, et le potentiel qu'il pourrait atteindre. Je vois. C'est compliqué parce que si je prends mon propre exemple, moi j'ai pas eu, c'est pas un projet que j'ai porté, tu vois, de manière traditionnelle. Bon, j'ai un projet, je vais monter, c'était une mission divine, tu vois. J'avais un problème sur ma chaîne YouTube, j'ai voulu le résoudre et en fait l'école, tu vois, j'y allais tellement à la 3e personne, j'étais un PNJ, tu vois. Je pensais, je servais à rien, tu vois. J'étais un PNJ. C'est vrai, j'étais un vrai PNJ.
C'est pas mal l'upgrade qu'il y a eu entre-temps. Bah, franchement, je sais pas ce que j'aurais fait. Je suis vraiment content. Je regrette aucune des emmerdes que j'ai eues, des arnaques, tu vois, de tout ce que j'ai perdu et tout. Oui, ça a payé au final, donc il y a toujours des parts de chance, mais je veux dire, ouais, moi je me suis pas posé la question une seule fois, je pense, en 5 ans. Est-ce qu'il faudrait que j'arrête ou j'avais pas d'autre option, entre guillemets, pas d'autre choix, donc le choix est vite fait du coup, plus qu'il y en a pas. C'est une force incroyable de pas avoir le choix. Ouais. Si j'avais une question, alors du coup j'ai peut-être un bout de réponse en fait, si t'es beaucoup avec Yomi maintenant, peut-être qu'il t'a matrixé, mais c'est quoi ton hygiène de vie? Typiquement on parlait du Covid, moi le Covid ça a été l'inverse de toi, dans le sens où c'est l'année où je pense j'ai perdu 15 ans d'espérance de vie, tu vois, pendant cette année-là, parce que j'étais vraiment... les photos sont pas belles à voir, tu vois, j'ai vraiment perdu, j'étais déjà très sec, tu vois, j'ai perdu beaucoup de poids, je faisais, tu vois, midi, 4h du mat tous les jours, toute l'année, parce que c'était le boom, encore une fois, etc. Et c'est l'année où je suis passé de 0 salarié à 5, ça semble peu, mais entre guillemets, voilà, moi j'apprenais tout sur le tas, j'avais 17 ans, voilà. Donc, 18. Donc, j'avais du mal à déléguer, je faisais tout, j'étais mal, vraiment. Et j'ai l'impression que j'aurais plus jamais de ma vie cette énergie-là, ce que j'ai réussi à accomplir par exemple en 2020, j'y arriverai plus jamais. Même si je me retrouve encore une fois à plus avoir le choix. En fait, j'ai l'impression d'avoir donné toute mon énergie vitale, tu vois. Je sais que c'est l'impression que j'ai, tu vois. Donc, ça fait 2-3 ans maintenant et j'ai l'impression que, tu vois, c'était... Ouais, je peux te prouver en 1 seconde que c'est pas vrai. Ah ouais? Tu veux qu'on joue à ce jeu-là? Vas-y. Ok, il y a quelqu'un là-bas. Imagine, je l'enlève, je lui mets un flingue sur la tempe. Je te dis, si tu retrouves pas cette énergie, je la bute. Bon, on peut s'arranger dans ces cas-là. Non, t'as aucun arrangement. Tu vois bien que tu vas retrouver l'énergie. C'est juste qu'il faut que tu te rends pas compte. Oui, si tu mets d'autres personnes en jeu aussi. Mais il faut mettre d'autres personnes en jeu. En fait, c'est juste une métaphore de l'enjeu. Ce qui s'est passé en 2020, c'est que tu étais dans une situation où l'enjeu était méga fort par rapport à ta situation. Et comme tu as évalué dans tes situations, mais que tu n'as pas évolué dans tes enjeux, tu as l'impression que cette énergie t'est maintenant inaccessible parce que tu es confortable chez Jellynote. C'est une boîte de The Family de Jellynote. Okay. Chez Jelly Smack, etc. Tu vois. Mais ça ne tient qu'à toi de changer l'enjeu. Alors là, je t'ai pris un enjeu, tu vois, vital, mais moi, cette expérience mentale, tu vois, par exemple, moi, je me suis dit, il y a des mecs qui ont enlevé ma mère, et si mon premier dessin animé, c'est pas un succès mondial, ils vont la buter, quoi. Ah oui, c'est ce que je me dis. De mec, je me dis tous les matins. Tu meurs si tu passes pas au feu avant. Okay. Tu vois. Et en fait, cette énergie, elle est précieuse, elle est vitale. C'est l'énergie des gens qui ont toujours faim. Et je pense que c'est une vraie différence pour le coup avec Yomi, c'est que Yomi, il est super carré, il a une super hygiène de vie, il a un machin. Et il y a un moment, moi, je suis beaucoup plus extrémiste dans ces moments-là, quoi. Alors, ce que j'ai appris de faire avec Yomi, c'est d'alterner les deux. C'est-à-dire, par exemple, cette année, j'ai eu un moment très routine à la Yomi, ce qui était très agréable, parce que j'avais besoin d'être tac, tu vois, productif. Et je l'ai cassé au moment où j'avais besoin d'être créatif. Et je trouve ça formidable de pouvoir switcher de l'un à l'autre et de pouvoir aller chercher des énergies extrêmement différentes. Vous avez l'air très différents et complémentaires en même temps. Et exactement. Ouais. On apprend énormément par capillarité de l'un de l'autre. Ouais, en tout cas, moi, je sais que voilà, depuis... donc là, je parlais de ce niveau qui était le pic, on va dire, en 2020, mais je sais que je fonctionne encore aujourd'hui. Il faut que je me mette dans la merde pour... Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que tu peux chercher... Au lieu de te mettre dans la merde, en fait, au lieu de descendre, tu peux monter le mur et trouver des enjeux plus vitaux. Je voulais revenir... Là, on parlait d'Yomi, donc maintenant, tu es à Dubaï. Ça fait combien de temps ? Bientôt 2 ans. Et on parlait des États-Unis tout à l'heure. Tu penses que pour entreprendre... On va dire de manière générale, c'est quoi, pourquoi, donc Dubaï là, parce que Yomi y est aussi depuis un certain temps. Mais tu penses que aujourd'hui pour un entrepreneur comme moi ou d'autres, tu vois, qui ont l'opportunité de bouger mais qui sont en France aujourd'hui. US. C'est quoi Dubaï pourquoi Dubaï? C'est vraiment le. Dubaï, c'est la villégiature des gens qui ont de l'argent. D'accord. C'est un endroit extrêmement agréable à vivre, incroyablement sécurisé. C'est Elyséeum. Franchement, okay. Tu vis à Elyséeum.
Mais à Dubaï, être un entrepreneur qui a faim, ambitieux, etc., c'est extrêmement dur. Alors, Yomi et moi, on est dans des situations un peu idéales où en fait, Dubaï c'est notre base arrière et on a notre business dehors et on opère quasi en remote. Donc on est dans cette zone, tu vois, moi je vais aux US, je reviens Au Japon, du coup. au Japon, whatever, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est différent. Mais je conseillerais pas Dubaï à quelqu'un de jeune qui... Enfin, je pense que la case US, c'est une case unique au monde en termes de training. Ils ont des choses que personne d'autre ne sait répliquer. Et vraiment, ils sont incroyables. Ok. Intéressant. Et une autre question que j'avais pour toi, rien à voir en l'occurrence, c'est sur YouTube. Donc ouais, non, je t'ai déjà posé un peu dans un sens. C'était quel est ton plus gros, c'est quoi ton plus gros souhait? Toi, ta plateforme que tu souhaites développer le plus aujourd'hui, tu passes quand même du temps en tournage, même si tu délègues les problèmes à Yomi. C'est quoi ton plus gros pain, on va dire, pour progresser sur YouTube? Ou Bah, encore une fois, pour le coup, je sais pas trop parce que moi j'ai une audience assez organique sur YouTube, de grande qualité. Mon audience YouTube, mon public YouTube, il est incroyable. Genre, d'ailleurs, dès que je croise un mec dans la rue et qui me dit j'ai vu ta vidéo sur YouTube, c'est forcément sympa. systématiquement, je m'intéresse à lui, il fait un truc de ouf. C'est assez... Taux de corrélation 100%. Ouais. 80. Ok. 80%, ouais. Taux de corrélation 80%. Et donc, pour le coup, je cherche pas trop à augmenter en termes de reach. Je cherche vraiment à augmenter de façon organique. Et donc, je me cherche un peu dans des formats un peu différents. T'es pas pressé, t'es plus dans l'optique... ouais. Là où Yomi, typiquement, on sait que voilà, lui, il va vraiment optimiser le moins de trucs et essayer d'aller... S'il peut faire 100 millions de vues demain, il va les faire, quoi. Exactement, ouais. Là, toi, t'es moins dans cet objectif-là. Ouais, t'es plus exactement. le mi-code, du coup. C'est ça. Oh putain, Ouais. j'adorerais Ouais, être pas. de son niveau, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, il est pratiquement... Tu l'as jamais rencontré? Non, Ok. jamais... Je devrais peut-être lui écrire un jour. C'est le dernier. On est bien accueillis ici. Hein. Merci. Ouais, je devrais peut-être lui écrire un jour à l'occasion. J'ai jamais pensé. Je suis sûr qu'il y a un truc marrant à faire. Bon, hacking ou ton petit truc. Ouais, carrément. Truc marrant à faire, c'est sûr. Peut-être. Mais je trouve qu'il est trop fort. Quoi. Cool. Et autre question, enfin, du coup, moi je te connaissais encore une fois donc, de The Family, j'avais le Oussama The Family avec le projet très long terme de Family, etc. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets, ta vision, je sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai un seul projet, c'est de créer le Walt Disney de l'ère IA. Ok. Et je pense que c'est ce qui m'occupe 80% de mon temps. Ah oui. T'as une boîte Ouais, j'ai créé là j'ai signé ma production de premier dessin animé et je vais essayer d'en produire 5 dans les 18 mois qui viennent. Ok. 5 univers. Et donc voilà, c'est mon focus. Là, tu vas distribuer, enfin tu parles... Alors, diffuser où? c'est une très très bonne question. C'est un autre monde ça encore aussi, il faut parler au... On verra. Là, faut la permission, là. Peut-être pas. Ok. Je me demande ce qui se passe si tu distribues sur YouTube. J'avoue, si c'est toi l'ayant droit... On va voir. Peut-être pas tout, peut-être que... De toute façon, pour l'instant, je me cherche et tu vois, je suis très à l'aise de naviguer à vue. Mais j'ai des intuitions fortes. Première intuition, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des dessins animés pour enfants, c'est de faire des dessins animés pour adultes. Alors, pas adultes au sens... C'est la question que j'allais te poser, ouais, c'est... Pas hentai, ça. film d'animation. Par exemple, il y a un projet qui me tient à cœur, c'est de faire un film d'horreur dessin animé. Ok. Le genre film d'horreur, mais dessiné. Ça, c'est... Il y en a des dessins animés glauques un peu ouais, mais... travail, quoi. Ouais, mais justement, la thriller. Genre, Okay, ouais. genre t'es halté du début à la fin. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des univers. Et dans ces univers, de créer des niches de fans. Okay. Donc, je cherche pas du tout le succès mainstream. Je cherche à... Et donc, je me dis, d'ailleurs, pour tester mes... Le business model, du coup, pardon. Justement, niche de fans, ouais. Business model, c'est univers par univers de trouver des moyens de monétisation qui soient adaptés au public. Par exemple, je te donne une expérience là que je voulais faire mais qui a raté, donc je peux en parler. C'était d'acheter les droits
d'un dessin animé sur le jazz qui est sorti au Japon, qui est un film que j'ai adoré, Blue Giant. Ok. Et au lieu, ils ont vendu débilement les droits, les Japonais, à une chaîne américaine pour enfants, ce qui m'a cassé les pieds. Dessin animé égale enfant chez les Américains, c'était un peu, ils sont un peu trop basiques des fois. Et moi, je voulais acheter les droits et faire une soirée à la Nouvelle-Orléans de projection live, concert, jazz band, film. Et que C'est les tellement gens... spécifique, c'est hyper niche. Ok. Ouais, et que les gens qui viennent à cette soirée, tu vois que t'es 500, 600 personnes à la soirée, ressortent avec un coffret magnifique, où ils ont tellement aimé le film, ils ont tellement été émus, qu'ils ont découvert un nouveau genre et qu'ils ont envie de continuer à regarder des épisodes, etc. On aurait pu faire un spin-off, etc. Et ensuite, une fois que tu as fait ce concert un peu mythique première fois, si tu as validé le marché, bah tu fais des centaines de concerts à travers le monde. Ça, c'est les meilleurs events pour perdre de l'argent dans ce genre d'events. Je pense que Je c'est des events massivement rentables. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est des cash machines. Ok, je crois que j'ai jamais entendu un organisateur d'event, alors à moins que ce soit tous des mythos, mais entendre que. Enfin, je crois qu'il faut en faire beaucoup, quoi, pour. Parce que, encore une fois, je pense qu'ils ont un business model, les organisateurs d'events, où il y a tellement d'argent qui est mis dans la scénographie, dans les machins. Ouais, les festivals et tout, Ouais, c'est connu. exactement. Mais c'est là c'est comme les concerts avec les bougies, quoi. Je sais pas si tu connais cet événement. Non. Bon, c'est Je visualise du coup. C'est un événement, ils mettent un pianiste, des bougies, et les gens payent 50 balles et ça rapporte de l'argent, quoi. Ok. Donc je pense que tu peux scaler des trucs comme ça, et qu'ensuite, ces gens-là, que tu as acquis par ces événements, quand bien même tu serais que break-even, tu peux leur vendre du e-commerce jazz très spécifique pendant longtemps. Tu peux leur vendre des coffrets, des signatures. Et donc, tu vois, tu es dans une espèce... des fans, quoi. Ouais, tu crées des méga fans. Moi, je veux être dans le business du culte. Tu vois, je veux que les gens... Allez, clip sorti du contexte, là. C'est dans le business du culte. C'est cadeau. Parce que le culte, c'est la base de la culture. Ok. Étymologiquement, c'est vraiment ça ou c'est Je pense pas. C'est une bonne question. C'est quoi l'étymologie de culte ? Le mot culte provient du latin cultus qui signifie soin, vénération, culte. Il dérive du verbe latin colere qui signifie cultiver, honorer, adorer. Quel rapport avec le mot culture ? C'est vrai que culte, c'est vraiment connoté négativement aujourd'hui, alors qu'en soi, de base, c'est quelque chose de noble. Le mot culture partage une origine étymologique commune avec le mot culte. Ok. Ils dérivent tous les deux du verbe latin colere. Bien que les termes aient évolué différemment au fil du temps, ils partagent une racine commune qui renvoie à l'idée de soin, d'attention et de développement. Boum. Okay. Storytelling en live. Sur ce mot, on arrête. Super. Bah écoute, à ta santé. Merci d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. C'était super. Merci Oussama.